Bonsoir et bienvenue dans la 93e, le talk show franco-suisse du football européen, édition spéciale comme vous l'avez vu sur tous les réseaux sociaux un peu partout. Et qui dit édition spéciale dit équipe spéciale. On se retrouve, on est le 11 octobre, lendemain de victoire de l'équipe de France dans la Ligue des Nations, avec Mehdi et Kevin. Messieurs, comment allez-vous? Mehdi, comment vas-tu? Ciao ragazzi, ça va bien, ça va super bien. J'ai eu une petite semaine de répit footballistique, c'était cool. Mais c'est bien parce que ça va nous donner l'occasion de discuter un peu de débat de fond sur le football. Et donc je suis ravi d'en discuter avec toi et avec Kevin. Exactement, merci, merci d'être présent, Mehdi. Kevin qui devient de plus en plus présent dans la 93e. En tout cas, ça nous fait encore énormément plaisir que tu fasses ce choix et que tu participes à la 93e. Comment vas-tu aujourd'hui? Dobra večer, bonsoir, bonsoir. J'ai innové un peu avec le croate. Pas mal. Ça va nickel et toi? Au top, petit maillot de la Croatie, très beau. Exactement. Tu vas Ouais, peut-être c'est celui devenir de cette année du coup, parce qu'il joue en ce moment pour les qualifications pour le mondial. Ils sont exactement. coude à coude avec la Russie. Période que Mehdi adore, bien évidemment, on le sait. Tout ce qui est matchs internationaux, bien Oh, évidemment, c'est voilà, c'est ton dada. là, je me régale. Exactement. Kevin qui va peut-être un jour, et ça serait très très cool, nous faire l'honneur de présenter, si tu suis le championnat croate, ça peut être super intéressant. Avec plaisir, j'essaierai de peut-être assister au moins à un match au stade Maximir à Zagreb. Ouh Exactement. là là, fais attention en revanche. On va pas rentrer là-dedans. Pas tout de Fais suite, gaffe. Mehdi. Pas tout Non de mais suite. vas-y avec un casque quoi, un truc, sois Oui, voilà. équipé. Je Exactement. mettrai le masque déjà. Ah Exactement. alors, je Grave. parlais pas de ça, je parlais juste des hooligans. Mais c'est Ouais. tout. C'est vrai que ça peut être un peu chaud. Surtout lors d'un derby à Zagreb, j'imagine. Ouais. Ouais, enfin, les Derby de rivaux du Zagreb, Dynamo, c'est c'est chaud. surtout Hajduk Split. Ok. Ouais, Ouais. tu expliques. Ouais, c'est les gros matchs. Et en fait, quand on sillonne tout le pays, on se retrouve souvent avec des tags pro Dynamo ou des tags pro Hajduk Split. Ok. Donc, j'ai préféré ne pas choisir. Bien sûr. On n'en dira pas plus en tout cas. Ouais, Merci à tous en tout cas de nous suivre aussi sur Twitch en live. Je le rappelle, on est en live tous les lundis soirs. On a changé de plateforme, on passe sur Twitch, mais vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube directement après l'émission et sur tous les réseaux de podcast, tous les réseaux de streaming de podcast. Le lendemain à peu près ou la nuit qui suit l'émission, ça c'est Mehdi qui gère. Mais voilà, on est sur toutes les plateformes en tout cas. Et merci pour votre suivi. N'hésitez pas à follow la chaîne, c'est gratuit, ça nous aide énormément. Mais merci encore vraiment à tous ceux qui nous suivent. Tous les lundis soirs, au programme, on va débriefer cette fameuse Ligue des Nations avec cette victoire de l'équipe de France face à l'Espagne, qui a été un match, on va en parler, mais palpitant, j'ai trouvé. Et en deuxième partie d'émission, on va avoir un petit débat, le retour des débats dans la 93e, entre Mehdi et Kevin. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs semaines, un mois à peu près, la FIFA et Arsène Wenger ont émis l'hypothèse d'avoir une Coupe du Monde tous les 2 ans et un Euro tous les 2 ans. Donc une grande compétition. Tous les ans, on verra qui est pour, qui est contre, pourquoi. N'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas. Mais ça risque d'être mouvementé ce petit débat. Et j'ai ma petite idée, et mon idée personnelle en tout cas. On verra ça en deuxième Ouais, voilà, partie il d'émission. se retire du débat, mais en fait, il a un avis Pas du aussi tout. tranché, hein. Donc ça va être Exactement. un débat à trois, essaye pas de fuir, hein. Et je ferai l'arbitre. Voilà, tu sais quoi, je ferai Ouais, l'arbitre de c'est ce ça, ouais. débat. Messieurs, Ligue des Nations, c'est terminé. La France succède au Portugal. Que dire de ce match? Que dire de ces deux matchs? Cette victoire en demi-finale face à la Belgique et cette Bah, victoire face à l'Espagne, Mehdi? reconnaissance éternelle, hein. Je sais pas ce qu'a titré l'équipe, je pense que c'est pour l'éternité ou un truc dans le genre, non? Je Ils sais ont pas pas. titré ça Je aujourd'hui? vous avoue que j'ai pas Non? regardé. Ah, ah, c'est je l'ai dommage, parce pas que sous c'est... les yeux, je vais retrouver la une si tu Bon, veux. ils ont dû titrer sur le cyclisme, je pense. Très honnêtement. Je veux dire, Mehdi, on sait que tu il n'y a n'aimes pas. aucune raison, il y a aucune raison de titrer sur la Ligue des Nations. On Non, sait que mais tu je veux n'aimes dire, c'est pas. Alors, comme... Vas-y, alors, le vas-y, titre, Kevin. c'est une autre coupe à la maison.
Voilà, Ouais, voilà, voilà. exactement. Une Et ça, c'est autre bien. coupe à la maison. D'accord, mais je veux dire, c'est pas. Voilà, franchement, c'est comme la Coupe des Confédérations. Est-ce que l'équipe avait titré quelque chose le lendemain? Parce que ça, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même Ouais, coupe. Tu trouves je pense que oui. pour toi, c'est Bah oui. exactement la même chose, la Coupe des Confédérations et la Ligue des Nations? La Ligue des Nations, ouais. Limite, la Coupe des Confédérations, c'est quand même la Coupe de France, style genre. Et la Ligue des Nations, c'est un peu la Coupe de la Ligue, tu vois. C'est le truc, voilà. Je sais pas trop quoi en faire. Kevin, t'es d'accord avec ça? Parce que, alors, juste, la Coupe des Confédérations, certes, c'est un peu en bois, on va pas se le cacher, hein. Par contre, tu rencontres des équipes qui sont pas forcément au sommet. Là, on le rappelle, la Ligue des Nations, dans les quatre, dans le Final Four, on a l'équipe de France, on a l'Italie qui vient de remporter l'Euro, la Belgique qui a failli remporter la Coupe du Monde, mais en tout cas qui a fait une très belle prestation en Coupe du Monde et à l'Euro, et l'Espagne qui revient énormément. Au vu des deux matchs qu'ils ont fait, l'Espagne est quand même très costaud, donc c'est pas la même chose qu'une Coupe des Confédérations, Mehdi. Non, alors, bon, déjà, la Coupe des Confédérations, si vous vous souvenez bien, c'est le champion d'Asie, le champion d'Afrique, le champion d'Europe, Exactement. etc., etc. Donc, c'est quand même relevé. Toi, tu me dis que c'est des équipes qui sont pas forcément au sommet. Ça veut dire que quand même, dans les 4 années précédentes, plus exactement dans les 2 années précédentes, parce que c'est Mhm. les années de Coupe du Monde. Enfin, je crois que ça a été abandonné, ça, d'ailleurs. Mais bon. Ouais, ça a été abandonné, c'était Oui, juste oui. avant la Coupe du Ouais. Monde. C'était juste avant la Coupe du Monde. C'était quand même les nations qui étaient championnes en titre dans leur continent. Donc, c'était quand même du lourd. Après, je dis pas, hein, il faut se rappeler que la Ligue des Nations, ça a été créé pour remplacer les matchs amicaux. Exactement. Au moins, Donc, tu as quelque chose à jouer. ouais. Mm. Ouais, je dis pas, mais je veux dire, c'est juste pour remplacer les matchs amicaux. C'est pas du tout un truc, c'est juste que ça mixe. Avant les matchs amicaux, c'était est-ce que, je sais pas, la fédération espagnole me doit un match ou pas? Bon, bah maintenant, là, il n'y a plus à se poser la question parce que tu la rencontres en finale, donc c'est un match amical, mais en finale et qui est obligé d'être joué, quoi, tu vois. Donc, voilà. Kevin? Après, regarder les statuts, c'est pas vraiment un match amical, c'est une Ah compétition. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et si on tient compte du débat autour des binationaux, par exemple, un joueur binational qui a joué en Ligue des Nations, il a disputé un match officiel, là où il y a quelques années, il disputait juste un match amical. Et la Ligue des Nations, enfin, en tout cas, ce que l'on a vu cette semaine, c'était plutôt le Final Four de la Ligue des Nations. La Ligue des Nations Mm. est plus complexe que ça, parce qu'on a 4 divisions avec 4 groupes de 4 en règle générale. Je crois même qu'ils ont réduit maintenant à 3 divisions, puisqu'ils ont essayé de condenser un peu le tout. Et donc, du coup, ça permet notamment aux équipes qui ont un plus faible coefficient UEFA d'affronter des équipes qui ont à peu près le même coefficient et potentiellement avoir l'opportunité de gagner. Je pense notamment à Andorre, le Luxembourg, etc., qui n'avaient pas connu de victoire depuis quasiment 20-30 ans ou quasiment jamais de leur histoire et qui ont pu remporter, grâce à cette compétition, une victoire de prestige pour l'éternité, entre guillemets, Voilà. comme on dit. Et, Non, mais vous m'enlèverez pas de l'esprit que c'est quand même une compétition en bois. Après, Mais soit ça donne des matchs plus intéressants que les matchs exactement. amicaux, et ça je le concède, mais L'intensité n'est c'est pas quand la même une même. compétition en bois. Je pense pas L'intensité. qu'ils vont pas prendre un bus là. Ils vont pas prendre un bus pour Non, mais descendre les Champs-Élysées là. Non, mais Mehdi, on est d'accord que effectivement, tu as l'Euro et la Coupe du Monde, et on en reviendra en deuxième partie, puisqu'on parlera de ce qui va arriver potentiellement, en tout cas ce qui a été émis par la FIFA. Mais c'est quand même un peu plus intéressant de voir un match avec intensité plutôt que des matchs amicaux où la France reçoit Andorre, par exemple, ou d'autres équipes qui sont un peu moins fortes. Là, au moins, tu as des matchs qui sont intéressants. Non, mais je peux comprendre si vous avez envie de regarder des matchs internationaux. Je suppose qu'effectivement c'est plus intéressant. Bon, dans les commentaires, en tout cas, il y a du monde. Il y a des pro Benzema. Tout à fait. Ils ont été servis hier. Absolument. Il y en a, ils veulent juste parler de Benzema. Il y a Boulif, il y a Foufa qui nous disent quand est-ce qu'on parle de Benzema. On va en parler justement. Débriefons cette finale France-Espagne. L'Espagne qui m'a incroyablement surpris. Je les voyais vraiment pas à ce niveau-là. Beaucoup de jeunes, beaucoup de joueurs qu'on ne connaît pas forcément, nous, français, dont un joueur qui a étincelé, qui a été étincelant, pardon, c'est Oyarzabal. Oyarzabal qui fait un match incroyable. Donc, alors effectivement, le nom est un peu connu. Certains ne le connaissent pas du tout. Mais le match qu'il produit hier face à la France est incroyable. L'Espagne qui, on le connaît, garde le ballon, bien évidemment. En back to 2010. La Roja qui a un jeu de possession.
mais qui est assez tranchant. Mehdi, qu'est-ce que je te vois grimacer là? Non, alors, plusieurs choses. Déjà, on le savait quand même depuis l'Euro que l'Espagne était de retour. La seule chose qui lui en manquait, c'était un attaquant. Bah, c'est toujours le cas. Bonne nouvelle. Ensuite, non, mais c'est vrai. Clairement, si cette Espagne-là, que j'ai vue à l'Euro, que j'ai pas vue hier, mais que j'ai vue à l'Euro, trouve un numéro 9 vraiment de haut niveau, on est grave dans la merde pendant encore 10 ans. Est-ce qu'on Et parle donc, de j'espère. un 9 de haut niveau? Est-ce qu'on peut parler de Karim Benzema par exemple? Ouais, alors, Juste pour faire le plaisir 9 à de. certains Ouais. dans les Ouais, commentaires. ouais, on peut, mais le 9 de haut niveau, c'est Robert Lewandowski en ce moment, je pense. Donc, et Erling Haaland, je pense que c'est les deux 9 de très haut niveau qu'il y a à Lukaku. l'heure actuelle. Et Lukaku aussi, ouais, tout à fait. Ça, c'est des 9 de très très haut niveau. Après, oui, Karim Benzema est là ou pas très loin en tous les cas. Donc voilà, mais si tu as un vrai 9, un vrai tueur dans la surface, ce que Benzema n'est pas, effectivement, je pense que la Roja va malheureusement certainement nous embêter très très longtemps, pendant 10 ans. Donc après, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas produit un 9. Hein. Et je ne sais même Ouais, pas si dans les centres de formation, ils il produisent joue vraiment encore avec encore un des 9. 9 de haut niveau. Ouais. Donc c'est malheureusement ce qui les pénalise et ce qui nous sauve aussi. Ouais, il y a Foufa justement dans les commentaires qui nous dit il leur manque un Torres par exemple. Effectivement, Absolument, ouais. il y a plusieurs Carrément, années, on avait c'est Fernando clair. Torres qui était le Ouais, vrai numéro 9 de l'Espagne. Il y a beaucoup de ouais. commentaires, hein. Alors désolé si j'en rate. Il y a Ludo qui nous a rejoint et qui nous dit que la 93e, comment allez-vous? Au top. Merci de participer encore une fois. Boulif qui nous dit l'Espagne va redevenir grande, les gamins ont de l'ADN. Et je pense que là, on peut parler de Gavi aussi, 17 ans, qui fait un Final Four incroyable. Et Foufa, qui est pas content, je pense, avec toi, qui nous dit Mehdi, je te parle plus foot avec toi. Je sais pas Mais pourquoi, mais en non, tout mais alors ils interprètent mal. Là, je parlais d'un 9. Benzema, c'est plus un playmaker qu'un 9. Et ça fait, je pense, maintenant, on se connaît depuis 10 ans, Foufa. Ça fait 10 ans que je le dis. Donc, ça n'a rien à voir avec sa qualité intrinsèque. C'est plus un playmaker qu'un 9. C'est tout. tiens, Ouais. question pour Ouais. vous deux, Kevin et Mehdi. Il y a Ludo qui Ouais. nous dit bon, alors, il y a Giroud pour l'Espagne si jamais. Est-ce que vous pensez que quelqu'un comme Giroud peut être intéressant pour l'Espagne, Kevin? Non, parce qu'elle n'est pas espagnole. C'est la réponse courte. Le C'est profil. vrai. Giroud. Non, après le profil, il me semblait qu'il y avait Iago Aspas, qui est toujours Ah, exactement, ouais. sélectionnable pour l'Espagne, mais qui ne joue pas. Je pense pas que ça corresponde en fait à leur projet de jeu. Et c'est vrai que l'Espagne, c'est une sélection qui a une forte identité. Je dirais un peu comme l'Allemagne. Ça commence un peu à revenir aussi côté italien. Et c'est vrai que leur jeu est basé énormément sur la possession, sur les mouvements, Mhm. sur la possibilité justement de faire permuter les attaquants ou les milieux de terrain, d'occuper les espaces. Et sur le match d'hier, je les ai trouvés vraiment impressionnants sur le contre-pressing, c'est-à-dire qu'à la perte de balle, il y avait forcément deux ou trois bonhommes autour du porteur du ballon. Donc Pogba s'est un peu retrouvé tout seul hier soir au Ouais, milieu de terrain. On l'a même vu pousser une gueulante à Pavard et ça fait le tour c'est vrai. de la twittosphère. Ouais. Mais les Espagnols, en fait, étaient très, très, très forts dans leur qualité de pressing. Après, c'est vrai qu'on a l'impression, en fait, qu'on passe un peu la baballe constamment et que c'est un football un peu soporifique, mais c'est leur façon d'épuiser l'adversaire. Ok. Il y a Ouais, et Foufa, puis Foufa juste, Mehdi, je te donne la parole juste après. Il nous dit pas le profil pour l'Espagne. Je pense qu'il parle de Giroud. Il leur faut un joueur style Lukaku. L'Espagne joue ouais. comme City. Effectivement, emmené par Pep Mhm. Guardiola, City a à peu près le même ADN que l'Espagne. Mehdi, ouais, vas-y. Oui, non, je suis d'accord sur le profil Lukaku, un vrai déménageur, mais qui dévore aussi les espaces. Giroud, il dévore pas les espaces, donc c'est plus un joueur de surface. L'Espagne, c'est pas vraiment. Enfin, tu les vois, ils centrent quasi pas, ou quand ils centrent à terre. Bon, en même temps, de toute façon, il n'y a pas de numéro 9, donc ça sert à rien de Ouais. centrer en hauteur. Hein. Et c'est vrai, Donc alors voilà. c'est une image qui m'a, juste je coupe, une image qui m'a choqué dans les 5 dernières minutes du temps additionnel. Ça passait énormément sur les côtés. Il y avait des possibilités de centre qui n'ont jamais abouti parce qu'en fait, il n'y avait personne dans l'axe et ça s'est vu à plusieurs reprises. Donc, effectivement, c'est pas possible. Enfin, c'est très compliqué pour eux dans les dernières minutes de transpercer une défense, par exemple. Mais pour revenir sur Oyarzabal, en ce moment, il Ouais. fait une saison de ouf avec la Real. Qui était pas très loin du podium hein, là, depuis le début de saison. Ils ont même Exactement. été premiers pendant Il une titillait toute le une Real, ouais. partie. Ouais.
pendant toute une partie du championnat. Donc non, il fait une saison de fou en championnat d'Espagne pour l'instant. En tous les cas, un bon début de saison, parce que c'est que le début de saison. Donc Oyarzabal, vraiment très très fort. Luis Enrique, après, il y a Mohamed qui demandait où sont les Madrilènes et pourquoi. En fait, si on fait vite fait l'inventaire des Madrilènes qui pourraient potentiellement être éligibles en équipe d'Espagne, très honnêtement, ils n'ont pas leur place. En fait, il y a qui? Il y a Nacho. Est-ce que Nacho a vraiment sa place dans la défense de l'équipe d'Espagne? Je n'ai pas l'impression. Okay. Ensuite, il y a qui? Il y a Isco. Isco, est-ce que c'est encore un joueur Asensio. de foot? Je ne suis pas sûr. Asensio, très honnêtement. Ouais, qui ça? Lucas Vazquez. Tout ça, je suis désolé, mais moi, ce que j'ai vu à l'Euro contre l'Italie en demi-finale, c'est meilleur que tous ces joueurs-là. Enfin, je veux dire, il n'y a pas, tu vois. Tu peux me dire tout ce que tu veux, mais c'est quand même, ils sont impressionnants les joueurs qui sont sur le terrain, honnêtement. Vraiment, donc moi, en tous les cas, l'équipe d'Espagne qui a joué contre l'Italie en demi-finale et qui a fait des très bonnes prestations à l'Euro était, c'est vrai, c'est pas l'équipe la plus champagne parce que tu sais, c'est assez, moi personnellement, en tous les cas, je trouve ça assez soporifique le jeu de possession, mais après, c'est très efficace, c'est impressionnant techniquement, tous les contrôles et les passes sont incroyables. Maintenant, il manque un petit peu de verticalité et c'est pour ça qu'effectivement, il a raison, Foufa, avec Lukaku, c'est ce type de choses, ou avec Erling Haaland, c'est ce type de choses qu'ils auraient. Alors bon, c'est pas un club, mais ce type de modèle là, ce serait parfait pour eux. Et en plus, ils manquent d'un point de fixation aussi. C'est-à-dire qu'ils ont un jeu de passe qui redouble, qui est magnifique jusqu'aux 20 mètres. Et aux 20 mètres, en fait, dans la surface, il n'y a personne pour faire le 1-2 qui va créer le décalage, conserver la balle, etc. Donc, c'est compliqué. Et en contre, c'est la même chose quand ils ont la balle et qu'ils essayent de faire un contre. En fait, il n'y a personne pour fixer la balle, pour laisser le bloc remonter et permettre au contre d'aller jusqu'au bout. En fait, très, très vite, ça s'essouffle, en fait, parce que y a personne, en fait, devant qui fixe. Ouais. Donc voilà, c'est un peu les limites pour l'instant de l'équipe d'Espagne, mais Luis Enrique, il est en train de faire un travail de dingue. Honnêtement, en revanche, on peut dire tout ce qu'on veut. Oui, ok, il n'y a pas de Madrilène, mais c'est plus comme si, c'est plus comme à l'époque, quand il y avait Sergio Ramos au top, etc., Casillas au top, où tu avais des joueurs, tu étais obligé de les prendre. Là, maintenant, au Real espagnol, il n'y a plus de joueurs qui sont indiscutables dans l'équipe d'Espagne. Ouais. C'est terminé. Juste plusieurs choses. Ludo qui nous demande combien il y a eu entre l'Espagne et l'Italie. Il y avait eu 2-1 avec un doublé de Ferran Torres. Foufa qui nous a dit Giroud il dévore les bancs. Ça c'était pour réagir par rapport à Giroud Lukaku. Qu'est-ce que j'avais? Valverde, joueur du Real, pourquoi pas. Mais Valverde, si je ne m'abuse, il est uruguayen. Ouais, il n'est pas espagnol. Très bien. Uruguayen. Oui, je suis d'accord. En revanche, je suis d'accord avec ça. Ce mec-là a un niveau international, mais il n'est pas espagnol. Exactement. Et juste avant de passer voilà, ça va être la transition pour parler de l'équipe de France un peu. Boulif qui nous dit on peut parler du futur Ballon d'Or. Bien évidemment, qui il nous sort en futur Ballon d'Or? Benzema. Benzema qui a fait 2 très beaux matchs. L'équipe de France a fait 2 très beaux matchs. Est-ce qu'on peut relancer vraiment ce débat de Giroud, lapsus révélateur, de Benzema pour le Ballon d'Or? On en parlait la semaine dernière. Est-ce que réellement, avec des performances comme celle-ci, on peut en parler, Kevin? Il vient d'avoir ses 500 parrainages avec la Ligue des Nations, j'ai envie de dire. C'est ce qui lui manquait en fait au niveau du palmarès. On en parlait la semaine dernière. C'est vrai qu'en termes de talent, en termes de statistiques et en termes d'impact et de rayonnement sur l'équipe dans laquelle il évolue, à savoir le Real de Madrid puis l'équipe de France, c'est vraiment le joueur qui crée les différences. Et il avait juste une saison blanche parce qu'il n'avait rien gagné avec le Real de Madrid. La France n'a pas gagné l'Euro. Avec la Ligue des Nations, ça lui fait un trophée, une ligne sur son palmarès. Est-ce que ce sera suffisant ou pas? On ne sait pas trop parce qu'il y a quand même Léo Messi. Et tant que Léo Messi et Cristiano Ronaldo seront en activité, je pense qu'ils seront toujours dans le top 5. Donc effectivement, les voix vont s'éparpiller un peu partout entre lui, Jorginho, Messi, certainement aussi quelques joueurs de Chelsea, mais il ne sera pas loin. Je ne le vois pas forcément favori pour être le numéro 1 au Ballon d'Or, mais il ne sera pas très loin, parce qu'il y a Lewandowski également. Donc, Mehdi, récapitulons un petit peu. C'est important. Sachant que la liste des 30 nommés a été diffusée. Ouais. Vas-y, Mehdi.
Mais récapitulons quand même. Donc, on est d'accord que le Ballon d'Or, hein, depuis que ça a été repris par France Football, c'est donc un mix entre le palmarès et les performances individuelles. Ok, et il y a aussi le charisme du joueur et son fair play. Donc, il y a trois paramètres pour évaluer les joueurs. Donc, Karim Benzema est un très bon joueur. D'accord, je commence par ça parce que ça ne sert à rien de discuter. Bien sûr, c'est un très bon joueur. En revanche, il n'a pas été Pichichi de son championnat. C'est Léo Messi qui a été Pichichi. Il n'a pas été meilleur passeur de son championnat. C'est Léo Messi qui a été meilleur passeur. Il n'a pas gagné son championnat. Il n'a pas gagné la Coupe d'Espagne. Il n'a pas gagné l'Euro. Il n'a pas été meilleur buteur de l'Euro. Il n'a pas gagné. Qu'est-ce qu'il n'a pas gagné encore ? En fait, il n'a rien gagné cette année. D'accord ? Il a gagné la Ligue des Nations. Il n'a jamais, oui, alors il n'a rien gagné. Il n'a jamais été meilleur buteur d'aucune compétition importante auquel il a participé. Il a été meilleur passeur d'aucune compétition. Voyons un petit peu les concurrents. Les concurrents, donc il y a Léo Messi qui a gagné la Copa América, meilleur joueur, meilleur marqueur, meilleur passeur. Il a été Pichichi et meilleur passeur du championnat d'Espagne. Je pense que voilà, on peut déjà ne pas discuter avec Karim Benzema. Déjà, c'est devant. Ensuite, il y a Lewandowski. Il a marqué plus de buts que Gerd Müller en une saison. Soulier d'or de la saison. Il a gagné le championnat d'Allemagne. Et il a quand même il a continué sur son rythme effréné. Je ne sais pas combien de buts il en est cette saison. Il doit en être à une soixantaine, un truc comme ça. Enfin, cette année, certainement 60, 70, un truc comme ça. Benzema est très très loin de ces chiffres-là, mais très 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 loin. Très honnêtement, hein, il marque des buts très importants, etc. Mais il est complètement à des années-lumière de ce que Lewandowski fait comme numéro 9. Ensuite, il y a Jorginho. Jorginho, c'est le boss du milieu de terrain de Chelsea avec N'Golo Kanté, on va dire. C'est lui qui donne le rythme du milieu de terrain de Chelsea, et N'Golo Kanté, c'est lui qui donne l'impact et qui va combiner dans le jeu. C'est vraiment lui. Chose au milieu de terrain, c'est lui le boss. Vraiment, c'est lui le boss de l'Italie. Et il a gagné l'Euro. Donc, en gros, hein, déjà, j'ai parlé que de ces trois-là, parce qu'après, on peut en rajouter pas mal. Mais en fait, Benzema ne peut discuter avec aucun de ces trois-là. Mais rien, en fait. Oui, c'est un bon joueur. Bien entendu, c'est un bon joueur. Il fait une super saison. C'est le meilleur joueur du Real. Mais être le meilleur joueur du Real en 2021, ça ne veut rien dire, en fait. C'est pas comme si tu étais le meilleur joueur du Real qui gagne 3 Ligues des Champions d'affilée, qui était la meilleure équipe probablement du monde à l'époque. Mais là, c'est plus du tout le cas. Donc, et tu es dans un championnat où quand tu marques un but, tu as gagné le match, en fait, quasi, tu vois. Donc, c'est compliqué de parler de Benzema comme Ballon d'Or. C'est même impossible, en fait. Je pense qu'il va terminer dans les 10 premiers. Oui, je pense. Il va faire entre 5 et 10. Mais il ne peut pas du tout discuter ou se mettre même à la table des gens qui discutent pour le Ballon d'Or cette année. Vraiment pas. C'est pas possible. Après, si c'est pas le cas, là, je comprends plus rien au foot. Mais c'est possible, hein. Mais je pense pas. Tu te fais énormément d'ennemis dans le chat. On nous dit coupez-lui le micro, faites-le taire. On n'est pas trop d'accord avec toi. Alors, il y a quelques réponses, dont pourquoi pas Lewandowski. Lewandowski, il est dans une équipe qui survole le championnat allemand. Tout le monde le voit dans le top 3. Boulif qui nous dit meilleur joueur d'Espagne. Donc, effectivement, tout le monde n'est pas d'accord avec toi. En fait, personne n'est d'accord avec toi, là, en l'occurrence. Ils sont deux, quand même. Oui, c'est vrai, mais ils sont pas d'accord. Exactement. Que deux. Alors, attends, on a Naomi qui nous dit complètement d'accord avec toi, je pense. Allez, ça te laisse une voix. Et on a un long commentaire de Kofikov qui nous dit le Ballon d'Or est une hypocrisie depuis 2010. Les journalistes pro-Messi changent leurs critères de vote en fonction de ce dernier. L'année dernière, Messi n'a rien gagné, on lui a donné le Ballon d'Or. Aujourd'hui, il gagne une Copa América, on veut encore lui donner. Alors, c'était il y a 2 ans. Effectivement, parce que l'année dernière, c'est le dernier qui a été attribué. L'année dernière, il n'a pas été attribué. L'année dernière, ça aurait dû être Lewandowski, quand même, je pense. Et clin d'œil à Kevin, justement. Et Foufa qui est d'accord, qui nous dit belle analyse, en tout cas, pas la tienne, Mehdi, mais belle analyse de Kofikov. Et Okuno Joe, pardon, je pense que c'est Joël qui nous dit Messi numéro uno. On verra, hein, ça promet débats. Vas-y. Moi, honnêtement, j'aimerais Après, on va parler de la France quand même. Après, on va parler de la France. Ou Jorginho.
Ouais. J'aimerais bien que ce soit Lewandowski, soit Jorginho. Je pense qu'ils sont vraiment très au-dessus des autres cette année. Sur l'ensemble de l'année civile, je pense que leurs performances sont incroyables. Après, c'est clair que tu as du mal à retirer Léo Messi au vu de ses performances dans l'année. Oui, c'est compliqué de le retirer, mais je trouve que ce serait pas vraiment mérité cette année. Voilà. Je pense même, Ok. pour moi, personnellement, ça devrait être Jorginho. Voilà. Je le Si on rappelle, doit choisir entre eux. on est le 11 octobre. Mehdi a donné son pronostic pour le Ballon d'Or. Benzema entre la 5e et la 10e place. Si vous connaissez un peu Mehdi dans la 93e, vous savez que les pronostics et lui, ça fait 4. Donc Mais peut-être deux matchs. peut-être que on se rapprochera plutôt d'un top 3, voire mieux pour Benzema. Et Naomi qui nous dit Lewandowski mérite pour moi plus que Benzema et autres. On nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit? Lewandowski aussi mérite rien que pour l'année dernière. Par contre, Boulik est d'accord avec toi, Mehdi, pour Messi. Donc, petit à petit, tu vois, tu gagnes le cœur des auditeurs, c'est bien, c'est beau. C'est beau, C'est messieurs. bien. Non, mais après, je comprends qu'il soit aveuglé par l'amour. Ça, il n'y a aucun souci. Le football, c'est aussi ça. Moi, je suis aveuglé aussi par l'amour de Castillejo, par exemple, de temps en temps. Mais pas beaucoup. Tu Hein. cherches, Pas beaucoup. ouais, c'est compliqué, hein. Mais voilà. Après, des fois, il faut un petit peu prendre de recul et se dire, ouais, non, en fait, je pars en sucette. D'ailleurs, tu le dis, aveuglé par l'amour de Benzema, et je pense que Boulif hier a passé un super moment parce que Benzema a mis un but incroyable, et j'en ai sauté sur mon canapé tellement le but était exceptionnel après 70 secondes après l'ouverture du score espagnol, je pense, si je dis pas de bêtises. Kevin, c'est ça? Exact. Ouais, c'est ça. Euh, Est-ce que, Mehdi, je vais pas te demander, on va laisser un peu la parole à Kevin, parce qu'on sait que tu monopolises énormément la parole. Est-ce que tu as été séduit par l'équipe de France, par le jeu de l'équipe de France produit hier soir, Kevin? Séduit par le jeu, non, on va pas se mentir. On va pas se mentir, enfin, dans le jeu, c'est pas extraordinaire. Après, effectivement, Deschamps a mis en place un nouveau système avec les trois axiaux en défense, les deux pistons pour pouvoir Mhm. justement permettre aux attaquants, donc Kylian, Benzema et Griezmann, de se retrouver dans l'axe, dans la position préférentielle. Ça a été intéressant parce que du coup, l'équipe termine avec 2 succès contre la Belgique et contre l'Espagne, qui sont quand même des adversaires de gros calibre. Après, dans le jeu, j'ai trouvé ça moyen parce qu'effectivement, contre la Belgique, la première mi-temps est mauvaise. On se fait dominer. Contre l'Espagne, Exact. pareil. Mhm. En deuxième mi-temps, on va dire en cumulé, on a 15 à 20 bonnes minutes contre l'Espagne, une demi-heure qui est pas mal contre la Belgique. Donc on joue bien pendant 50 minutes sur 2 matchs. Ce qui est correct, hein, parce que finalement on termine avec le trophée et 2 victoires. Mais c'est pas suffisant si on veut être vraiment un rouleau compresseur. Après, est-ce que Deschamps veut que son équipe de France soit un rouleau compresseur? Je pense pas. Pour lui, ce qui compte, c'est la victoire. Si on devait comparer la performance du Final Four avec ce qu'on a vu pendant l'Euro, c'est que l'équipe s'est enfin remise à l'endroit et que cette fois-ci, en fait, elle ne lâche pas aussi facilement que face à la Suisse, parce que le match contre la Suisse, les 10 minutes, entre guillemets, où tout s'effondre, en fait, elles sont pleines d'enseignements, parce qu'on voit l'équipe mener 3 buts à 1, un Pogba qui ne veut pas faire les efforts défensifs et qui continue d'attaquer, alors qu'en fait, il faut juste à un moment donné fermer la maison et puis Mhm. balancer les clés par la fenêtre. Euh, cette fois-ci, on a trouvé une équipe plus pragmatique, un peu plus clinique et plus expérimentée pour le coup, parce qu'ils savent qu'ils sont en opération reconquête. L'objectif, c'était pas que de gagner simplement la Nations League, c'est d'aller plus loin et de pouvoir défendre leur titre en Coupe du Monde, parce qu'il y a une statistique intéressante. Depuis 2002, lorsqu'un pays européen est tenant du titre de la Coupe du Monde, il est systématiquement sorti au premier tour. C'est vrai. C'est Et on arrivé a en eu 2002 à l'équipe de France, ouais, c'est arrivé l'Allemagne. à l'Italie en 2010, l'Allemagne en 2018, à l'Espagne aussi en 2014. Oui, Donc le défi pour les Bleus va pas simplement être de se qualifier pour le C'est Mondial huitième de de Qatar, finale. qu'ils le feront. Pour qui? Pour l'Espagne? L'objectif pour les Bleus, c'est huitième de finale. Ce serait bien. 8e de finale, on briserait la malédiction. Et après, pour un champion sortant, la meilleure performance de mémoire, c'est le Brésil qui fait, je crois, 3 finales d'affilée. pourquoi pas aller les chercher. Voilà. Trois finales d'affilée, avec la nouvelle réforme, ça fait en 6 ans, hein, donc tout est possible. Oui, pour l'instant, la finale d'après sera en 2026, c'est sûr. Oui. On en parlera Parce que le après, calendrier juste est après, hein. fixé. Je le rappelle. Dans les commentaires, on nous dit plusieurs choses.
C'est Boulif qui nous Stop dit Grisou. exactement, stop Grisou, il doit retourner sur le banc. Même Mbappé ne joue plus avec Grisou. Naomi qui est d'accord avec Boulif. Et là, la bombe lâchée dans les commentaires par Joël qui nous dit Grisou doit revenir. Giroud doit remplacer Grisou. Mauvaise passe pour Grisou. L'Espagne manque de puissance de feu en attaque. Il manquerait Morata. Boulif, pas C'est pas d'accord ça qui avec. va régler les problèmes, hein, Joël, c'est sûr. C'est pas Morata. Effectivement, C'est direct. on nous dit les deux devant ne jouent pas beaucoup avec Grisou. C'est vrai que des trois, c'est celui qu'on a le moins vu. Est-ce qu'il y a une raison, vous pensez à ça? J'entendais hier, alors je vous laisse seul juge de ça parce que j'ai pas vu les matchs, mais j'entendais hier que les gens souhaitaient finalement, enfin pensaient il y avait quelqu'un qui disait il est possible que Griezmann termine comme Pirlo. C'est-à-dire en fait beaucoup plus bas sur le terrain, comme un espèce de numéro 10 devant la défense, Ouais, parce que c'est vrai qu'il a un bon jeu long, il a une bonne passe, une belle vision, ouais. il a une bonne vision du jeu, Mhm, mais il n'a plus de tonicité en fait pour être devant. Après ça peut s'expliquer, hein, il a commencé à jouer très 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 tôt à la Real Sociedad, c'est vrai. très très jeune, ça fait très longtemps qu'il joue, maintenant il a 30 ans, ça fait 14 ans qu'il est au plus haut Ouais, niveau, je crois qu'il 17 commence à ans. jouer à 16 ans, Ouais, 16 ans et demi ou 17 ans, un truc ouais, comme ouais, ça. j'ai des images de lui à Donc 17 ans contre Lyon, je ouais, crois, avec absolument. un retourné. Ouais. Tu vois, c'est signe que, enfin, quand tu as commencé très très tôt ta carrière, tu peux être cramé plus tôt aussi. C'est pas interdit. C'est ça, physiquement puis Kevin, ouais. mentalement, parce Mm. qu'il y a aussi eu une interview de Neymar qui est ressortie ce week-end où il évoquait le fait que 2022 soit sa dernière Coupe du Monde. En 2022, il aura, si je ne me trompe pas, 30 ans, ou oui, il doit être né en 92. Donc Ouais, effectivement, 31, refaire une Coupe du Monde pour lui à 30. 34 ans, Hmm. c'est plus difficile. Et c'est vrai que, tu vois, en tous les cas, il y avait une discussion qui était intéressante, c'était sur le niveau de jeu de l'équipe de France. Est-ce que Benzema a amené au niveau de jeu de l'équipe de France? Bah, très honnêtement, Benzema a amené du talent. Ça, il n'y a pas photo. C'est sûr que Mm. c'est mieux d'avoir Benzema en attaque que Giroud. C'est clair. Il n'y a pas photo. Hein. C'est pas, je veux dire, On est d'accord. Ah oui, mais je celui pense qui que tout voit le pas monde, ça, bien il n'a sûr. rien compris. Ouais, ouais. En revanche, le niveau de jeu moyen de l'équipe de France n'a pas augmenté avec la présence de Benzema. Ça n'a rien à voir. Le fond de jeu, le jeu collectif n'a absolument pas augmenté. On est d'accord, on a eu la même réaction. Tu as posé la question, Chris, est-ce que tu t'es amusé devant le match? On s'amuse toujours pas, qu'il y ait Benzema ou qu'il n'y ait pas Benzema. Le niveau de jeu est toujours aussi famélique. Il n'y a pas de plan de jeu offensif. C'est juste que les personnes qui reçoivent le ballon devant ont plus de capacité à faire des différences. Mais contrairement à l'équipe d'Espagne ou à l'équipe d'Italie, ces deux équipes ont des plans de jeu très établis. Tu sais exactement comment ça va jouer. Quand tu regardes un match de l'équipe d'Espagne ou un match de l'équipe d'Italie, tu sais à quoi tu vas assister. L'équipe de France, tu sais pas. Tu n'étais pas très sûr. Là, tu vois, il a changé de système. À la fin, ça donne la même bouillie informe. Mais en revanche, il y a des gens qui sont plus talentueux qu'avant. Il y a un numéro 9 qui est plus talentueux qu'avant. Donc, voilà, ça donne autre chose. Boulif qui nous dit Benzema a ramené de la grinta offensivement, c'est plaisant. Et je vais le rejoindre, honnêtement. En fait, tout dépend de la façon dont tu veux jouer, mais c'était pas du tout plaisant de voir l'équipe de France en 2018 lors de la victoire en Coupe du Monde. Et je pense que tout le monde est d'accord pour dire ça. Mehdi. On a eu quand même des beaux matchs, non Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Le match de l'Argentine, c'était un beau match. C'est le seul. C'est le seul match que j'ai C'est le pas seul. regardé. Bah alors, Ah ouais, pour le c'est coup, dommage. c'est Parce le que j'étais au seul, mariage. c'est Le le match de la seul beau Croatie, match. c'était aussi un beau match. La finale, je suis désolé, elle était. Alors, c'était une finale, mais La France il y a était eu des dominée. buts. Oui, la France était dominée, mais la France était dominée toute la Coupe du Monde, même par l'Australie, hein, si vous vous souvenez bien. Donc, c'était pas un nouveau, c'était un plan de jeu. On va considérer que c'était leur plan de jeu, quoi. C'est ça. Donc, Bolif qui dit effectivement sur un match, et c'est le seul match, c'est celui de l'Argentine, qui était plaisant parce que le score était gros, mais le reste de la compétition, il n'y a pas eu beaucoup. 4-2 en finale, quand même. Oui, d'accord. Bah, alors, Oui, 4 en Ouais, finale. 2-0 contre l'Uruguay. on est l'équipe qui marque le plus de buts, hein, dans la je Coupe du suis Monde tout à fait 2018. d'accord. Hein, Maintenant, et ça c'est mon avis, et je respecte les autres, mais tout à l'équipe fait. de France aujourd'hui, avec cette composition, avec cette tactique et avec Benzema devant, je la trouve beaucoup plus plaisante. Et, et honnêtement, j'ai passé un beau moment sur le Final Four
avoir l'équipe de France. Sauf sur les premières mi-temps, effectivement, mais les deuxièmes mi-temps, avec la grinta, comme le dit Mohamed, c'est pas du tout la même. Non, oui, alors déjà, je suis très mauvais juge, hein, parce que depuis l'Euro, j'ai pas regardé l'équipe de France, mais donc je peux pas vous dire. Moi, je regarde ce que j'ai vu à l'Euro. À l'Euro, il y avait pas de différence pour moi entre l'équipe de l'Euro que j'ai vue et puis l'équipe que j'avais vue avant Benzema en qualificatif avec des vieux 0-0 tout pété, etc. Enfin, il n'y avait pas grand-chose de différence, si ce n'est que le numéro 9 a plus de talent. Mais dans le fond de jeu, il n'y a rien qui change. Et effectivement, finalement, le joueur le plus important de l'équipe de France, hein, c'est la chatte à Dédé. Il a tout à fait raison, Joël. Hein. C'est le numéro. En fait, c'est le numéro 10, la chatte à Dédé. C'est un truc, mais incroyable ce qui se passe pour lui. Non, mais c'est sérieusement, à chaque fois, regarde là, l'équipe de France égalise 70 secondes après l'ouverture de l'Espagne. Exactement. Alors qu'il voit pas le ballon depuis. Par contre, juste avant le but espagnol, il y a une faute monstrueuse de Gavi sur Pogba. Pogba ne s'effondre pas et se relève dans la foulée. Ouais, l'équipe de France a une action. Je pense que ça passe à ça de faire but. Et tout le monde se dit, donc, lorsque le ballon sort, est-ce que l'arbitre va mettre un carton jaune à Gavi? Il ne donne pas de carton jaune dans la continuité. L'Espagne marque. Enfin, après, c'est la configuration du tournoi qui fait que justement, ça allait dans tous les sens. Mais je ne suis pas forcément d'accord avec ce que vous dites par rapport au fond de jeu de l'équipe de France. J'ai trouvé que Deschamps a su se remettre en question après l'Euro en se disant, on va changer de système, on va passer à 3 centraux. On va essayer de pérenniser cela justement en mettant des pistons pour qu'on puisse prendre un maximum de profondeur. Après, le problème que l'équipe de France va avoir, c'est le poste de latéral droit, parce que ce soit Dubois ou Pavard, ils ne sont pas au niveau. Pavard, Venons-en aux latéraux. Tu as tout à fait raison, Kevin, parce que j'ai un vieux compte à régler avec Chris. Vas-y. Donc, ça fait 2 ans que je dis que Théo Hernandez doit être titulaire dans cette équipe. D'accord ? Ça fait 2 ans que je dis c'est impossible que Deschamps ne sélectionne pas Théo Hernandez. Et ça fait 2 ans que Chris me dit non, mais Digne, il est bon. Il fait des bonnes saisons à Everton. Mais Digne, il est bon. Il y a deux choses tu peux pas enlever à Digne qu'il est bon. C'est une pompe à vélo. Il y a 2 choses qu'il faut pas comparer. Déjà, première chose, on ne compare pas Everton et l'AC Milan. C'est pas possible. C'est comme si on comparait, je sais pas, le pâté de foie avec du foie gras. C'est pas pareil. On fait pas la même chose. C'est à peu près le même truc. Ça vient du même endroit, mais c'est pas du tout le même niveau. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc déjà. Et ensuite, tu peux pas comparer Théo Hernandez à Lucas Digne. Lucas Digne, c'est un latéral de 2004 et Théo Hernandez, c'est un latéral de 2021. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc Lucas Digne, on est d'accord pour dire que Lucas Digne défend mieux que Hernandez. Si c'est un 2004, Hernandez il défend même pas mieux. Il défend même pas mieux. Il est beaucoup plus offensif. Parce qu'en 2021, la défense, c'est l'attaque. C'est exactement ce qui nous est arrivé contre la Suisse. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il a fait ses changements à 2 balles là, avec Sissoko qui rentre, etc., là, les changements de 1998. Et en fait, tu perds le match. Parce qu'en 2021, si tu veux défendre un score, il faut que tu attaques et que tu sois dans le camp adverse. Je suis tout à fait d'accord. Un défenseur en plus. Et ben oui, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que je te dis que Théo Hernandez défend mieux que Lucas Digne. Parce que Lucas Digne, en fait, ne va pas te permettre d'avoir le ballon dans le camp adverse. Donc finalement, maintenant, ce qui défend le mieux, c'est les attaquants. L'avantage que Théo Hernandez a aujourd'hui, c'est que quand tu joues à 3, forcément, c'est un piston gauche, il est plus offensif et c'est ce qu'il fait parce qu'il est bon dans son rôle. Il est pas bon en piston. Honnêtement, il est pas bon en piston. Je suis désolé. Il est meilleur que Lucas Digne, en tout cas. Oui, en piston, voilà, c'est sûr. Voilà. Mais le truc, c'est que Théo Hernandez, il a besoin de quelqu'un devant lui. Il a besoin de quelqu'un devant lui pour dédoubler. Et c'est pour ça que quand tu joues en 4, en l'occurrence, Milan joue en 4-2-3-1, mais c'est pareil si tu joues en 4-3-3, en fait, c'est pas très important. S'il monte et que devant lui, il a un vrai ailier, là, c'est là où il est vraiment bon parce que soit il prend le centre, généralement d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il repique énormément dans l'axe quand il fait des montées de balles. C'est pas forcément quelqu'un qui déborde, mais il t'offre aussi cette possibilité de te libérer de l'espace en faisant des appels dans ton dos. Très souvent, les appels qu'il va faire dans ton dos quand il ne prend pas l'axe, donc quand il n'a pas la balle, c'est uniquement pour te libérer de l'espace, à toi l'ailier.
D'accord. Si en revanche, quand il a la balle, il repique toujours dans l'axe. Alors, quand il est piston, il repique dans l'axe, mais le problème, c'est qu'il peut dédoubler avec personne devant. Et donc, ça lui retire, on va dire, 30% de son jeu. Vas-y, Kevin, ouais, tu voulais rajouter. Après, là où la mise en place de Deschamps est intéressante, c'est qu'avec ces deux numéros 9, à savoir Mbappé et Benzema, qui ont la tendance justement à dézonner sur les côtés, Exactement. ça offre la possibilité de dédoubler. Et Griezmann peut potentiellement du coup occuper l'axe et remonter un peu plus haut, voire Pogba. Et celui qu'on a moins vu dans ce rôle-là à côté, c'était bon, que ce soit Rabiot ou Tchouaméni, on les a moins vus, mais ils avaient davantage ce rôle-là pour rester justement casser les lignes adverses et rester vraiment juste devant la défense. Mais je trouve ça intéressant parce qu'au final, la France se retrouve à défendre. Ils n'ont jamais, ou très rarement défendu 4-3. Ils ont souvent défendu à 4 avec l'un des milieux qui redescendait notamment pour cadenasser un peu Lukaku contre la Belgique et puis pour contrer les vagues espagnoles lors de la finale hier soir. Mais je trouve que, comment dire, ce système-là promet. Il faut voir sur la durée ce que ça donnera au niveau de l'animation parce qu'au final, peu importe les hommes, il faut que les principes de jeu restent les mêmes et s'inscrivent sur la durée. Mais en France, on n'a pas cette culture du football dogmatique où justement on passe par certains circuits de passe qu'on va répéter. Pourquoi? Parce que le joueur de football français est un joueur complet et pas forcément un joueur qui est fait pour un seul et unique style de jeu. Ouais. Vas-y rapidement, Mehdi, et après on passe sur le côté droit. Mais vas-y. Oui, parce qu'il y a Ronaldinho, on va parler de Ronaldinho après. Mais ouais, Dubois, moi j'ai pas vu le match, mais j'ai vu une action de lui là quand il s'est effondré. Oui. Petit coup de crochet. Bah, il venait de rentrer, il a fait ça. C'est Ronald Dubois. Ça a duré 10 secondes. Mais justement, côté droit, Benjamin Pavard en tant que piston sur les deux matchs je crois que, alors qui nous dit il a été surcoté, Pavard a été ultra surcoté. C'est Joël qui nous dit ça. Pavard, c'est le match de l'Argentine qui lui offre une carrière. Exactement. C'est non mais d'accord. Pavard. Aussi, le gros problème quand même, c'est que il faut savoir que à Hambourg, Pavard, c'est un des meilleurs défenseurs centraux de Bundesliga. Stuttgart, ouais. Tout à fait raison. À Stuttgart, Pavard, c'est un des meilleurs défenseurs centraux de Bundesliga. Il est sélectionné par Deschamps à l'arrache.com. C'est quand même trois semaines avant. Parce qu'il ne sait pas quoi faire en fait comme défense. Il n'a aucun latéral droit de métier. Finalement, il le met latéral droit, mais il est pas à son poste. C'est un peu comme quand Thuram était latéral droit de l'équipe de France 98. Tu vois. Moi, je le voyais en Italie chaque week-end faire des prestations mais stratosphériques en défense centrale. Et derrière, tu lui demandais quand il était latéral droit, les gens de temps en temps ils disaient il s'est pas centré, Thuram, etc. Mais en fait, c'est un défenseur central. Donc laissez-le tranquille. C'est normal qu'il sache pas centrer. Déjà, il est là. C'est bien. Il aurait pu ne pas venir, tu vois. Donc, c'est exactement pareil pour Pavard. Moi, je pense pas que Pavard c'est le meilleur défenseur central du monde, mais je pense que ça fait depuis 2018, donc de 3 ans, qu'il n'est pas jugé à son poste. Et en plus, le Bayern le recrute et le fait jouer à droite. Alors là, c'est jackpot bingo. Parce que, en fait, le mec, et ils font jouer des gars comme Zoule dans l'axe. Donc c'est une blague, en fait. Tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, on est en 2021 et 3 ans après, tu le laisses certes latéral droit, mais tu as le droit aussi de prendre un vrai latéral droit de métier. Et il y en a plusieurs qui peuvent être sélectionnés, dont Nordi Mukiele par exemple. Alors Dubois, lui, est latéral droit de métier, peut-être pas moins bon, peut-être un peu moins bon, mais il est latéral droit de métier. Tu as Ruben Aguilar. Au Paris Saint-Germain, tu peux avoir Colin Dagba par exemple. Donc c'est jeune, mais ça peut arriver. Il est encore léger. On parle de Klaus aussi à Lens. Oui, Jonathan Klaus, exactement. Donc pourquoi pas, c'est des vrais latéral droits. Donc je peux comprendre sur quelques matchs. Allez, 1 an, 2 ans, tu te sers de quelqu'un qui est central et qui peut jouer à droite. Maintenant, à la longue, c'est compliqué. Tu le vois aujourd'hui, tu vois les limites. Juste, je regarde. On parle de Koundé aussi. Ouais, Koundé peut jouer latéral droit aussi. Et c'est ça. En fait, il ne fait que embaucher des défenseurs centraux qui fait jouer latéral. C'est quand même dingue. Exactement. Enfin, je sais pas. Il l'avait fait avec Hernandez, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai que Pavard n'a jamais été testé dans l'axe, en fait. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un match de Pavard actuel. Après, t'enlèves qui en charnière centrale. Attends, il a préféré l'anglais à Pavard ou à Hernandez, par exemple. Il a préféré faire jouer l'anglais. Non, mais sérieusement. Ou Laporte. Non, mais bon, Laporte. C'est vrai, Kofikov qui nous dit c'est bien de rappeler que Pavard est défenseur central de métier. Effectivement, il joue pas à son poste.
Ah ouais. Mais tu peux quand même avoir mieux à ce poste-là en tant qu'équipe de France, je pense. Mais Je suis voilà. d'accord. Mais Euh, je veux dire, vas-y, Mehdi. il faut être quand même un petit peu indulgent avec Pavard, je trouve. Je dis pas du tout, c'est pas mon pote, hein, mais honnêtement, c'est un gars qui dépanne. Et alors le Bayern me dit, ah t'inquiète, on va prendre un vrai latéral droit et il recrute Bounassar, les gars. Donc même Pavard, je pense, quand il a vu arriver Bounassar, il s'est ouvert les veines. Il s'est dit, putain, je suis reparti pour une saison à droite. C'est sûr. Bah oui, Ça- c'était sûr et certain. C'était- Est-ce que vous Ah. avez autre chose à rajouter sur l'équipe de France ou est-ce qu'on Bah, passe au Koundé, débat? Koundé, c'est pas terrible quand même, ou c'est moi? Je sais pas, c'est quoi cette hype avec Koundé, sérieux? Non? Ah, C'est Koundé pas, à c'est pas, Séville, c'est c'est pas pas mal, génial. hein. Non mais Koundé, d'accord, c'est pas Séville, mal. et encore, hein, c'est pas C'est pas foufou, mal. hein, Par Séville de. contre, je mettrais Upamecano largement devant Koundé, Ah, par exemple. grave, aussi. Bah oui, Ben, je comprends sur, pas. sur les prestants en équipe de France, je trouve qu'Upamecano est un peu en retrait par rapport à Koundé. C'est vrai que Koundé a quelques petits trous d'air, mais sur le but qu'encaissent les Bleus hier, c'est Upamecano qui fait une double faute. C'est vrai. Après, voilà, effectivement, il débute et il apprendra parce que, au final, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on apprend dans la Mhm. défaite, mais également dans la victoire. C'est que, certes, la France a gagné 2 matchs cette semaine, mais il y a des enseignements à tirer, des enseignements positifs comme négatifs, enfin, du moins constructifs. Bien sûr. Et dans tous les cas, il va falloir travailler. Ce qui est bien pour Deschamps, c'est qu'il repart enfin sur de bonnes bases pour le mondial dans un peu plus d'un an. Il va falloir que, oui, il capitalise sur ce groupe-là avec Upamecano, avec Koundé. Le poste de latéral droit, ça va être un chantier, mais il a du coup un an pour le préparer. Et la Ligue des Nations, ça repart déjà au mois de juin prochain. Bon, attends, c'était tellement bien, mec. C'est juste pour toi, Pourquoi il Mehdi. s'emmerde? C'est juste Allez, on pour toi. recommence. Allez, c'est parti. Mais t'inquiète Non, pas mais parce que exactement. Mais... avant la Ligue des Nations, il y a quand même les éliminatoires et la France reçoit le Kazakhstan. Donc t'inquiète pas, tu vas être servi aussi. Ah, mais moi, Très pendant bien, ce voilà. temps-là, tu vois, par exemple, là, je me suis tapé Visions Star Wars, tu vois, sur Disney+, hier soir. C'était très, très bien. Je regarde des trucs que j'ai pas le temps, j'écoute des podcasts, j'ai pas le temps de les écouter. Et ben là, je les écoute, Tu tu vois. réécoutes la Je suis vraiment 93e, content. Absolument. Alors déjà, bien bon, ça évidemment. forcément, hein, je réécoute les en troisième. Et j'écoute aussi tout plein de podcasts sur le foot, mais pas que, sur plein d'autres choses, parce que j'ai le temps quand il y a du foot international. Donc foutez-moi votre merde de Coupe du Monde tous les 2 ans, et c'est cool parce que j'aurai encore plus de temps. Mais oui, on va te lâcher, t'inquiète pas. Il y a beaucoup de monde qui nous suit et merci vraiment à tous. N'hésitez pas à juste lâcher un petit follow. Ça nous fait On vous plaisir, aime, ça nous aide et on vous aime bien évidemment, comme le dit Mehdi. Mehdi aime tout le monde. Mehdi vit dans le monde des bisounours, bien évidemment. absolument. Allez, Messieurs, gros débat du jour de ce lundi soir, 11 octobre. Euh, comment annoncer ça? Monsieur Arsène Wenger lui-même et la FIFA ont proposé de faire une Coupe du Monde tous les 2 ans et un Euro tous les 2 ans. Je rappelle juste que, oui, l'émission s'appelle Mehdi sans flamme, effectivement. On devrait peut-être la renommer, cette émission. est-ce que je Euh, suis obligé de me teindre les cheveux en blond avec un balayage californien en revanche? Non, hein, alors, je peux garder mes cheveux comme ça. franchement, si on atteint quelques milliers d'abonnés, je pense qu'on va demander et tu auras un petit gage. Je rappelle juste que Arsène Wenger est le directeur de la formation de la FIFA. Donc c'est son Hmm. rôle de proposer plusieurs choses, dont cette proposition assez folle, jugée par Mehdi assez folle, hein, bien évidemment, d'avoir une Coupe du Monde tous les 2 ans et un Euro tous les 2 ans. Mehdi, Kevin, ça va être l'heure du débat. Kevin, est-ce que j'ai raté des informations? Est-ce que tu veux approfondir sur ce sujet-là peut-être? Oui, je peux un peu, du coup, présenter un peu le projet de réforme de Giovanni Infantino. En fait, son projet, c'est démocratiser quelque part le football en permettant justement à davantage de nations de participer à la Coupe du Monde. On a eu une première étape avec l'élargissement du nombre d'équipes participantes dès 2026 à 48 équipes. Et donc, du coup, la deuxième phase qui a été présentée par Arsène Wenger, il y a des discussions qui sont prévues, il me semble, demain en visio avec les syndicats des joueurs pour justement les sonder par rapport à l'organisation des trêves internationales parce que son projet, c'est de diviser les trêves internationales en trois grandes périodes. Une qui aurait lieu entre octobre et novembre, une deuxième autour de mars-avril et une troisième qui serait réservée aux tournois finaux autour du mois de juin. Et donc, du coup, avec ces cycles-là,
les joueurs resteraient en club sur toutes les autres périodes, ce qui, entre guillemets, limiterait les allers-retours, notamment intercontinentaux. C'est ce qui est annoncé sur le papier par la FIFA et ses représentants. Après, il y a des propositions qui sont bonnes dedans. Il n'y a pas que des propositions bonnes, mais moi je trouve plus intéressant que les joueurs passent peut-être un mois ensemble et le temps, et là Dédé pourra plus nous dire qu'il n'a pas le temps de faire des circuits préférentiels pour augmenter le niveau du football international que moi personnellement je décris. C'est-à-dire que quand je regarde Manchester City, Liverpool, c'est des gars qui sont 320 jours par an ensemble, qui jouent au foot tout le temps, et voilà, donc ils savent exactement quels sont les mouvements et tout. Tu as un certain niveau technique, puis ensuite tu regardes, je sais pas, tu regardes France-Belgique, et là tu te dis, excepté si tu es français ou belge, et que tu aimes les individualités, tu n'as aucun fond de jeu, que dalle, rien. C'est juste des différences individuelles. Il n'y a aucun circuit préférentiel, il n'y a rien du tout. Il y a pas, enfin, tu sais pas, voilà. C'est voilà, bah ok, De Bruyne était chaud ce jour-là. Ok, il a fait la différence. Ah bah non, c'était Benzema qui était chaud. C'est lui qui a fait la différence. Mais il n'y a pas de, tu peux pas dire telle équipe a mis en place son jeu, a dominé. Nanana. Non, parce qu'en fait, techniquement, le niveau est faible en fait. Donc ce serait un point très positif pour toi. Moi, je trouve que oui, avoir 3 gros mois de trêve internationale, moi, je suis d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça, c'est clair. Moi, je trouve au contraire que ce serait bénéfique pour le foot international, le foot de sélection, quoi. Mais le fait d'avoir une Coupe du Monde tous les 2 ans, et un Euro tous les 2 ans, ça, t'es contre, et j'aimerais juste savoir tes arguments. Déjà parce que la rareté fait la cherté. Personnellement, alors c'est ce qu'on nous dit dans les commentaires. Joël qui nous dit la Coupe du Monde perdrait son prestige. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que être champion du monde, tu as le droit d'être champion du monde pendant 4 ans. Et quand tu remets ton titre en jeu, voilà, c'est compliqué de la gagner 2 fois d'affilée. C'est quasi jamais arrivé. Enfin, si, il y a le. Non, d'ailleurs. Non, c'est quasi jamais arrivé. Non. Ouais, dans les années 30, c'est arrivé 34-38, je crois, c'est l'Italie. Ou l'Uruguay, ouais, non, 34-38, c'est l'Uruguay, t'as raison. Donc voilà, mais c'est très très compliqué de la gagner 2 fois d'affilée parce que c'est tous les 4 ans. Et après, tu es champion du monde pendant 4 ans. Et si Chris, je sais ton amour pour la Coupe du Monde, Kevin, je sais pas, mais je m'en doute, le Brésil a gagné 3 fois d'affilée. Le Brésil a fait 3 finales consécutives entre 94 et 2000. Mais ils l'ont pas. Ouais, mais ils l'ont pas gagné 3 fois d'affilée. Ils l'ont gagné 2 fois sur 3, ce qui est pas mal. Voilà. Oui, ce qui est quand même un bon ratio, effectivement. Ouais, tout à fait. Kopikov qui nous dit. Non, mais alors ils font avec la génération Pelé. 66. Alors juste avec la génération Pelé, pour faire un petit retour en arrière, 66 c'est l'Angleterre qui le gagne, 70 c'est effectivement le Brésil, 74 c'est l'Allemagne, 78, c'est l'Argentine à domicile, une Coupe du Monde volée. Je suis désolé Joël, mais c'est le cas. 82, donc c'est l'Italie. 84, 86, pardon, c'est donc l'Argentine de Maradona, pas du tout volée. 90, c'est donc l'Allemagne. 94, c'est le Brésil. 98, on sait ce que c'est. Et après, je ne vais pas vous raconter les autres. Donc non, le Brésil n'a pas gagné 3 fois d'affilée. Enfin, ou alors, ouais, c'était pas la Coupe du Monde. Mais oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je pense que c'est important d'avoir des compétitions. En fait, si tu veux, là, ce qui commence à manquer cruellement au football, c'est le manque de football. Et très honnêtement, c'est-à-dire que vous savez, quand je vous dis que je regarde pas de foot pendant les trêves internationales, je le fais pour 2 raisons. D'une, parce que effectivement le niveau international me plaît pas, niveau technique, il est tellement éloigné de celui des clubs et de la Ligue des Champions que tu te dis je regarde un foot qui est quand même pas terrible en fait, au niveau technique, je parle, pas individuel mais donc collectif. Et la deuxième chose, c'est que ça me permet de me resetter complètement. J'aime le foot, vous le savez, par-dessus tout, etc. Mais j'ai besoin vraiment de prendre du recul sur le foot pour pouvoir avoir envie de regarder des matchs le dimanche, le samedi, pour pouvoir avoir envie de regarder les matchs de Ligue des Champions ou de Ligue Europa, etc. Donc vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de la Conference League. Et donc, c'est vrai que
j'ai besoin de ces moments de calme, ou même, par exemple, voilà, une grosse trêve internationale, là, comme on a eu cet été, tout un mois d'août où je ne parle pas de foot. C'est trop bien, en fait. C'est génial. Je suis content. Et quand je reviens au mois de septembre, je suis chaud comme une baraque à frites. Donc, voilà. Je trouve que c'est assez particulier parce que tu demandes aux équipes nationales d'avoir un meilleur niveau. Et là, je te rejoins et je pense qu'on te rejoint tous parce qu'effectivement, à certains moments, le niveau est assez particulier et on sait très bien qu'un match de Ligue des Champions est beaucoup plus intéressant qu'un match international, pardon. Euh, mais justement, avec une compétition tous les 2 ans, tu aurais un meilleur niveau. Parce que la compétition est fréquente. Donc forcément, tu as moins de matchs amicaux. Donc des meilleures équipes, des groupes qui sont le plus souvent ensemble. Tu parles et tu es un fervent, tu es un pro euh, Super League, pardon. Ouais. Parce que tu veux voir justement des matchs de haut niveau. Par contre, des matchs de haut niveau internationaux, tu es complètement contre. Donc c'est un peu contradictoire, Mehdi. Alors, je suis pas complètement contre parce que je t'ai dit que, au Non, mais d'avoir une contraire, Coupe du Monde tous les 2 ans. le problème, en fait, encore une fois, c'est que cette Coupe du Monde, elle a autant de valeur parce qu'elle est tous les 4 ans. Si elle était tous les 2 ans, ça aurait beaucoup moins de valeur. Mais est-ce que c'est pas Donc parce que voilà, tu as été à mes yeux, en tout habitué cas. à ça justement? C'est possible, mais je trouve Kevin. que c'était un Oui, équilibre c'est le Graal d'avoir justement cette Coupe du Monde. Ouais, national. oui, oui, c'est le Graal d'avoir ça tous les 4 ans. Ouais, Effectivement. Kevin, je vais te laisser la absolument. parole un peu. Ouais, le parfait contre-exemple en termes de rareté, c'est la Ligue des Champions. C'est une compétition qui a lieu tous les ans, Exactement. qui, sous ce format-là, est quand même assez récente, puisqu'elle date de la fin des années 90, avec notamment la phase de groupe qui est apparue, il me semble, en 97, quelque chose comme ça. On a également le rugby avec le tournoi des 6 nations, qui quelque part permet aux 6 nations, enfin 6 nations européennes et plus maintenant les autres qui s'intègrent régulièrement sur des matchs test, qui leur permet de rester au plus haut niveau, au niveau du rugby mondial. Et je me dis que quelque part, si on avait un mondial tous les 2 ans, la conséquence directe serait d'avoir des compétitions continentales aussi qui seraient sur le même cycle tous les 2 ans. Avec les trêves qui auraient lieu donc 3 fois par an avec des gros mois de préparation, etc., ça limiterait les allers-retours. Ça permettrait de s'organiser un peu mieux au niveau logistique pour les sélections, etc. On sait que, enfin, je ne vais pas parler que des nations favorisées, mais des nations un peu plus faibles, comme les nations, enfin, sans les stigmatiser, je vais citer le Congo, parce que je suis congolais. Bon, personne n'a pensé que je leur tire à balles réelles. Mais sur les sélections les plus faibles, notamment en Afrique, il y a énormément de mal, en fait, à organiser les déplacements, faire venir les joueurs, etc. Si on dispose d'un mois et demi de préparation, notamment, on va dire 3 semaines de préparation au centre d'entraînement local, etc., pour mettre en place des stratégies, le fond de jeu, les circuits préférentiels, etc., ça permettra d'une part de travailler la cohésion, d'augmenter le niveau de jeu, bien entendu. On sait que les stades seront prêts et disponibles sur une période d'un mois et demi, et donc du coup qui seront dédiés qu'à la performance de l'équipe nationale, puisque par exemple la France, bon, on sait qu'on a le Stade de France et d'autres stades, mais ça pourrait peut-être permettre de faire naître des vocations, d'avoir par exemple quelqu'un qui serait dédié à l'entretien de la pelouse pour le Stade de France, pour l'équipe de France de football, et donc du coup pas avoir ce qu'on a pu avoir à certaines périodes de l'année, un match de rugby 2 jours avant un match de l'équipe de France de foot. Mhm. Là, en ayant des périodes fixes, ça permettrait du coup de poser le cadre et de savoir à peu près où est-ce qu'on s'organiserait, où est-ce qu'on jouerait, ainsi de suite. Et avec l'élargissement du nombre de participants à la Coupe du Monde, ça laisserait la chance à davantage d'équipes de monter sur les grandes scènes internationales. Je pense que les plus gros resteraient forcément plus gros et trusteraient les places au niveau du dernier carré ou voire les quarts de finale, entre guillemets. Mais pour le reste des nations, ça leur permettrait du coup de se développer et, euh, et de grimper petit à petit Et beaucoup plus l'échelle du rapidement. football mondial. Plus rapidement, je ne pense pas, parce qu'après, le système, dans tous les cas, favorisera toujours les gros avec le système de chapeau et tête de série. Mais effectivement, ça permettra du coup à certaines sélections peut-être d'attirer plus de talents, parce qu'on pense aux binationaux. Mm. Avec une Coupe du Monde tous les 2 ans, ça laisse potentiellement plus de chances de gagner en visibilité. Et puis, on sait qu'une carrière est courte, une carrière dure en moyenne entre 10 et 15 ans. Pour un joueur qui va peut-être se retrouver à louper une édition de la Coupe du Monde, voire 2 éditions de la Coupe du Monde, sur les 2 ou 3 autres auxquels il pourrait prétendre sur le restant de sa carrière, ça
lui laisserait peut-être la possibilité d'opter pour une autre sélection. Mehdi, qu'est-ce que tu réponds à ça? Et effectivement, surtout sur le point de la Ligue des Champions, toi qui adore la Ligue des Champions, parce que bien évidemment, tu es un grand fan de l'AC Milan, je pense qu'aujourd'hui, si tu gagnes la Ligue des Champions, même si elle a lieu tous les ans, tu serais le plus heureux. Donc effectivement, pourquoi pas une Coupe du Monde si tu la gagnes tous les 2 ans? Qu'est-ce qui perdrait cette saveur, tu penses? Alors, il y a une grosse différence entre la Coupe du Monde et la Champions League. C'est quoi la différence? C'est qu'une ligue, c'est un championnat. Donc ça, c'est un championnat européen qui se joue tout au long de l'année. Pareil que les championnats nationaux, d'accord? C'est sur ce même, c'est un petit peu comme, je sais pas, c'est ton travail journalier. Et c'est pour ça que c'est agréable de remettre en jeu son titre, etc. Et que finalement, en fait, la Ligue des Champions, t'en profites juste au mois d'août. Et puis après, au mois de septembre, en fait, c'est reparti mon kiki. Là, Chelsea, ils ont oublié qu'ils étaient champions d'Europe, hein. donc c'est un peu ça le truc. Et en revanche, la Coupe du Monde, c'est une coupe. Donc c'est juste une compétition, une fois, qui dure sur un mois. C'est pas du tout le même délire. En fait, les clubs, déjà pour justifier leur budget, leur staff, etc., ils ont besoin d'avoir des compétitions qui sont au long cours, qui sont sur toute l'année. Une sélection, c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est pas parce que la Ligue des Champions, c'est du très très haut niveau, que la Coupe du Monde va devenir du très très haut niveau parce qu'elle est tous les 2 ans. Je pense que ça va avoir un effet pervers de nivellement des joueurs plutôt vers le bas, je pense, parce qu'en fait, avec un Euro ou une Coupe du Monde chaque année, parce qu'en fait, c'est ça que ça va devenir, ou enfin, en tous les cas, une Copa América, une CAN. Bon, la CAN, c'est déjà le cas en plus. Donc, tu as pareil, la Copa América. Enfin, la Copa América, tu sais pas. Ils mettent une Copa América quand ils ont envie, hein, parce qu'il y a eu 3 ans d'affilée où il y en a eu une à un moment donné. Hein, parce qu'il y avait la Copa du centenaire au milieu. Après, bref. Donc c'est vrai que, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Il va falloir beaucoup plus de joueurs, forcément, parce que tu peux pas faire jouer. C'est ce qui est dit dans les commentaires. Les joueurs vont cramer. Le rythme actuel est déjà dantesque. Tu peux pas faire jouer tous les joueurs, les mêmes joueurs, chaque année dans une compétition internationale. Parce que finalement, on va dire que dans chaque pays, tu as à peu près 40 joueurs, 50 joueurs peut-être, qui vont jouer tout le temps, forcément, dans chaque pays. Puisque ça va être les meilleurs de chaque pays. Alors, je parle des grosses nations, hein, bien sûr, mais qui vont jouer chaque été. Il n'y aura plus de vacances. C'est terminé, en fait. Enfin, il y aura peut-être une semaine, 10 jours de vacances. Et effectivement, l'élargissement de 32 à 48 équipes, ça touche encore plus de joueurs. Absolument, encore plus. Ce qui fait que ça veut dire que dans les centres de formation, et c'est ça qu'il faut se dire, hein, parce que c'est ça qui va y avoir. Alors, dans les centres de formation, ça c'est dans le meilleur des cas, en France, en Espagne, en Italie, tout ça. En fait, à l'époque, dans une classe de formation, on sortait 2 joueurs par an, des fois un seul. On est d'accord. Ceux qui allaient signer des contrats professionnels, c'était 2. Là, ça va être 4, 5, 6, 7. Mais le numéro 5, le numéro 4, le numéro 6, le numéro 7, il n'a pas du tout le même niveau que le numéro 1. Je vous le dis tout de suite. Hein. Et pourtant, il va être dans les ligues professionnelles. Parce qu'ils vont être obligés, parce que ça va devenir les Cowboys les Dallas Cowboys de Rennes, par exemple. Hein. Ouais, mais il n'empêche que le groupe que tu vas avoir pour une sélection nationale sera plus large. Oui, tu prendras quand même les meilleurs joueurs et tu ne prendras pas le numéro 7, le numéro 6 ou le numéro 5, sauf si tu as une grosse surprise. Et tu parles du football américain. Je rappelle juste que Tom Brady a été drafté en dernière position et est aujourd'hui le meilleur quarterback de la ligue. Donc tu peux avoir des bonnes surprises. Mais pas forcément, parce que l'équipe de France, imaginons qu'il y ait un Paul Pogba. D'accord ? Paul Pogba, il va peut-être jouer la Coupe du Monde, on va dire 2021. Il va peut-être jouer l'Euro 2022, mais il va certainement pas jouer la Coupe du Monde 2023. Pourquoi ? Parce qu'il n'y arrivera pas physiquement. Peut-être c'est impossible, que Paul Le Poulpe, lui, le jouera. Ouais, ça c'est possible. C'est impossible qu'il joue la Coupe du Monde 2021, l'Euro 2023, la Coupe du Monde 2022, plus au milieu de ça, la Ligue des Champions avec Manchester United ou la Juve, etc., etc. C'est impossible qu'il fasse toutes ces compétitions. Ça veut dire que la Juve va avoir un autre joueur qui sera certainement soit
au même niveau que Paul Pogba, s'ils ont de l'argent. Je dis la Juve parce que certainement que l'année prochaine, il sera là-bas. Soit donc un autre joueur aussi bon que Paul Pogba, mais ça m'étonnerait. Soit un joueur qui va devoir remplacer Paul Pogba en Ligue des Champions. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Ça va affaiblir, normalement, le niveau de la Juve, parce que Paul Pogba ne pourra pas jouer tous les matchs qu'il aurait dû jouer. Ou alors, il ne jouera pas avec sa sélection nationale. Qu'est-ce que ça va faire ? On va prendre un autre joueur à la place de Paul Pogba, et Paul Pogba va être... Donc, l'équipe de France, naturellement, va se niveler vers le bas, parce qu'il n'y a pas d'autre Paul Pogba. Je ne suis pas en train de te dire que Paul Pogba, c'est le meilleur joueur du monde, mais à l'heure actuelle, c'est le meilleur milieu de terrain de l'équipe de France, et de très très loin. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire autre chose. Ce qui fait que Paul Pogba, en 2023, tu vas avoir son remplaçant sur le terrain. Et tout d'un coup, ton équipe de France, ça va plus du tout être le même niveau. Et ça va se faire insidieusement dans toutes les sélections et dans tous les clubs. Et ce que ça va faire, c'est que ça va niveler le niveau du football vers le bas. Et alors après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que le prosélytisme dans le football, comme il est à l'heure actuelle, va en prendre un coup dans les mirettes. Ça, c'est sûr et certain. Kevin ? Non, après, je pense que dans les sélections, du coup, l'avenir, effectivement, c'est qu'ils vont doubler, voire tripler les postes. On aura certainement des effectifs qui seront plus larges lors des compétitions internationales. Peut-être aussi que la règle des 5 remplacements va se pérenniser parce qu'effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que ça permet aux joueurs de souffler. On est dans une phase du football où, effectivement, les top players n'aiment pas être remplacés. Donc, c'est très compliqué quand tu te retrouves avec 4 stars devant d'en sortir une des 4 parce que tu sais que dans tous les cas elle va râler et même maintenant les défenseurs se mettent à râler. On a vu avec Pavard hier soir qui n'était pas très content de sortir. Exactement. Mais en fait je pense que pour moi la référence restera du moins pour ça le rugby, parce que on l'a vu avec l'arbitrage vidéo, on était très sceptique pendant une longue période. On s'est dit regardez, au rugby ça se passe très bien, et aujourd'hui avec le football on a vu lors de la finale sur l'interprétation du but d'Mbappé, il n'y avait pas hors-jeu parce que justement la technique a permis de voir qu'il y avait une déviation de la part du défenseur espagnol qui remettait Kylian Mbappé en jeu. Donc c'est à mon sens une évolution qui est inéluctable parce que derrière tout cela, au-delà même du sport et de l'organisation, c'est une histoire de gros sous. Oui, ça c'est clair. Et alors, une histoire de gros sous. Je te rassure direct, les 5 changements ne partiront jamais du football. Hein. Ça, c'est sûr, c'est réglé. Hein. À part en Angleterre, pour l'instant. Mais c'est tout. C'est vrai. Ils l'ont intégré ou pas en première ligue cette saison, non. 5 changements. Toujours non, pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. Okay. Quel dommage. C'est bizarre. Mais peut-être qu'on va terminer avec une équipe de défense, une équipe spéciale attaque, une équipe. C'est possible dans le foot. Hein. Si on continue comme ça, c'est vers ça qu'on va aller. Mais après, effectivement, en ayant 3 grandes phases internationales, il y a toujours la possibilité, notamment si l'équipe est quasi qualifiée pour le tournoi final, de faire l'impasse sur l'une des trêves pour que les joueurs puissent se reposer. Donc je pense qu'à ce niveau-là, ils pourront toujours s'ajuster à la marge. Merci à tous les deux en tout cas parce que c'est super intéressant et Foufa qui rejoint ce que Mehdi tu disais. Je suis d'accord. Une Coupe du Monde c'est magique, on attend 4 années pour vibrer, toutes ces réformes vont banaliser les compétitions, plus aucune saveur. Moi où j'ai du mal à vous comprendre quand vous me dites ça, et je reprends encore une fois, je suis désolé, la Ligue des Champions c'est joué tous les ans. C'est joué tous les ans. Et pour autant, je suis désolé, si demain le Real, l'AC Milan gagne 1 an, 2 ans, 3 ans d'affilée la Ligue des Champions, tu seras tout autant content, même si tu la gagnes tous les ans. Et si elle est jouée tous les ans, si la France demain gagne la Coupe du Monde 2026, 2028, 2030, pour moi, il n'y aura pas de perte de saveur. Non, mais alors, c'est pas du tout la même chose personnellement. Alors, je vais pas essayer de vous convaincre parce que c'est personnel. J'attends pas du tout la même chose d'une compétition internationale comme la Coupe du Monde ou l'Euro et de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, j'attends qu'on me fasse rêver au niveau technique. T'as pas rêvé en 2018 quand tu étais à l'arrière de la voiture avec moi ? Alors, justement, j'allais y venir. J'attends qu'on me fasse rêver sur des actions qui sont mais extraordinaires, des trucs de l'espace, tu vois. Je sais pas, je repense à certaines actions de l'Ajax d'il y a 2 ans. C'est ça, 2 ans ? Ouais. 3 ans. 3 ans. Oui. 3 ans. Je repense à certaines actions extraordinaires je sais pas, du Barça qui a pu y avoir dans les années 2010 ou des choses comme ça.
des choses où je repense à, je sais pas, Ronaldinho contre Chelsea, des niveaux, le Chelsea-Barcelone de 2006. 9. 2009? Non. C'est quand ils vont Lequel? gagner, c'est en Alors, ça 2006. dépend duquel Quand, vous parlez. Ronaldinho il danse devant la balle et il met une lucarne en frappant Ah, ça c'est 2006, oui, 2006. pointu, ouais. ouais, c'est Exactement, 2006. 2006. Ça, c'est un match où je sais pas, le Manchester United, Real Madrid c'est quelle année ça? C'est 1997, je crois, un truc comme ça. C'est des niveaux stratosphériques techniquement. J'ai aucune amitié pour aucun des clubs que je viens de citer, d'accord? Mais quand je regarde ça, je me dis, mais c'est pas possible. C'est la perfection, c'est le sommet de ce que peut offrir le football. Et c'est ça que j'attends avec des champions. C'est des choses qui sont des moments qui sont magiques de perfection technique, en fait, et collective. Hein. Et la Coupe du Monde à côté, et l'Euro, en fait, j'attends rien de tout ça, parce que je sais déjà qu'ils peuvent pas le faire, parce qu'ils passent pas assez de temps ensemble. Et ensuite, tout ce que et c'est pas un All-Star, les équipes internationales, tu peux faire tout ce que tu veux, ça n'arrivera jamais à la cheville d'un club. Tu prends le meilleur club du monde, aujourd'hui, tu le mets en face de la meilleure équipe nationale, mais c'est un carnage. Parce que le meilleur club du monde, c'est un All-Star mondial, en fait. C'est simple, ils prennent les meilleurs joueurs du monde, tu vois. Regarde Chelsea, regarde le recrutement qu'ils ont fait l'année dernière, regarde le recrutement qu'ils ont encore fait cette année. Enfin, je veux dire, qui peut égaler? Quelle sélection nationale peut égaler ça? Personne. Il n'y a aucune équipe. Ou regarde ce qu'a fait le Paris Saint-Germain, par exemple, cette année. Enfin, qui peut égaler le Paris Saint-Germain? Personne. Si ça commence à tourner. Hein. Faut voir, hein, mais on va prendre plutôt Chelsea. Mais c'est impossible d'égaler ça. Donc, de toute façon, au niveau technique, ça n'arrivera jamais à ce niveau-là. Jamais. Ça n'arrivera pas. Le Barça de 2006 de Ronaldinho, mais même l'équipe d'Espagne. On est d'accord, l'équipe d'Espagne qui a tout dominé dans les années 2010-2008, qui était vraiment la plus forte de toutes. Quand tu prenais cette équipe et que tu la mettais en face du Barça de la même époque, à ton avis, qu'est-ce qui se passe? Le Barça, c'est injouable. Ah bah, le match était chiant. Non, c'est pas. Ah, je t'assure que le match était chiant. Non, honnêtement, hein, j'ai critiqué beaucoup le Barça, mais le Barça du début des années Messi, etc., il était magnifique. Le Barça de la Manita contre le Real Madrid, c'était pas du tout un jeu de possession, c'était extraordinaire. Le 5-0 qu'ils mettent au Real, le match est stratosphérique. C'est un des plus beaux matchs de club que j'ai jamais vu de ma vie. Et putain, je te jure que ça me coûte de dire que c'est le Barça et le Real qui sont dans le même match. Hein. Donc, honnêtement, j'ai pas vu un match de club à ce niveau technique. J'en ai rarement vu. Donc, c'est pas la même chose en fait. En revanche, ce que j'attends, c'est que ça me donne des émotions, on va dire patriotiques, etc. Tu vois, des belles histoires avec des petites nations. C'est des sentiments. C'est pas de la technique en fait. Les équipes nationales, et c'est pour ça que ça me dérange pas que ce soit que tous les 4 ans, ou plus exactement que tous les 2 ans. C'est-à-dire un coup il y a l'Euro, un coup il y a la Coupe du Monde, parce qu'en fait tous les 2 ans, je suis content d'avoir cette espèce de compétition qui est moyenne techniquement, mais qui est pleine d'émotions, qui est pleine de patriotisme, de je te chambre, etc. Surtout pour nous qui vivons dans des pays, enfin pour moi, pardon, maintenant, qui vit dans un pays qui est frontalier, en tous les cas un endroit frontalier. C'est super sympa, tu vois, ça donne du piquant dans les discussions journalières avec tes collègues. Donc voilà, mais c'est effectivement, c'est pas du tout, j'attends pas du tout la même chose que la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, pour moi, c'est le sommet, la crème de la crème de la crème, en attendant la Super League. Donc, c'est voilà, mais c'est pas ça que j'attends, en fait. Les équipes nationales n'arriveront jamais à ce niveau-là, jamais. Kevin, juste avant de te donner la parole. Un truc. Alors, juste, désolé, il y a beaucoup de commentaires, donc je vais juste faire un petit tour sur les commentaires. Foufa, je pense qu'il est d'accord avec toi parce qu'il nous dit c'est différent, tout ce que tu nous dis en tout cas. Et Yazid qui nous a rejoint, salut Yazid, qui nous dit tous les 2 ans, c'est des meilleurs automatismes pour les équipes nationales. Et effectivement, et je pense que là, tout le monde est d'accord. On nous dit, Foufa, toujours Ligue des Champions, c'est pour les fans, Coupe du Monde, c'est pour le peuple, mais effectivement. Oui, mais le peuple a le droit de vibrer aussi un peu plus souvent. Joël qui nous dit qu'est-ce qui s'est passé sur cette banquette arrière. On était comme des fous et c'était très cool. On a fait des petits tours de voiture avec tout le monde et c'était très sympa. Ce qui était à Las Vegas reste à Las Vegas. Exactement. Ludo qui nous dit Foufa, président. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On parle du Barça aussi avec le Barça de l'UEFA Lona. Coffee. Exactement, Coffee Coff.
Ça vaut pas l'Atalanta. Sport d'équipe, Foufa, c'est Yazid qui nous dit ça. Donc voilà à peu près. Les avis sont mitigés. Kevin, tu voulais répondre à Mehdi, vas-y. Ouais, je voulais vous annoncer un truc en avant-première. La Ah, Coupe du Monde 2022 sera la meilleure Coupe du Monde de l'histoire. Non Pourquoi pas ça? parce qu'elle est parce que organisée au Qatar, en fait, mais dis-moi, parce Mehdi. qu'elle est climatisée, non? Non, du tout. En fait, parce qu'elle aura lieu en cours de saison. Parce qu'effectivement, en fait, le Exactement. football international est chiant, entre guillemets, et on l'a surtout vu après la saison post-Covid, la saison dernière, c'est que les joueurs arrivaient éreintés en ayant joué 50-60 matchs dans la saison. Et je pense qu'effectivement, il faut peut-être repenser le calendrier de ce point de vue-là. Parce que la Coupe du Monde 2022, vous verrez que les joueurs seront à 100%. On aura peut-être très peu de blessés ou très peu de joueurs qui se blessent au milieu de l'hiver et qui arrivent, enfin, qui du coup, soit arrivent et ric-rac au début de la compétition, on ne se pointe pas du tout parce que bon, ben, on a vu avec Falcao, je crois que c'est 2014, où il se blesse sur un match de Coupe de France sur un terrain d'une équipe de R2. Enfin, c'est quelque part aussi un peu les aléas du football. Mais je dirais qu'au niveau du calendrier, justement, s'ils ont la possibilité de, je sais pas moi, peut-être trouver un équilibre pour réduire les matchs en club afin de permettre aux sélections comment dire, se préparer correctement et réduire la fatigue des organismes. Ça nous permettrait peut-être d'avoir des matchs de meilleure qualité. Et ce qui m'inspire surtout par rapport à cela, c'est le Final Four qu'on a eu en Nations League, parce qu'on a eu 4 matchs de très très haut niveau. Bien sûr, effectivement, la France, c'est un football chiant, c'est pas forcément le football le plus attrayant, mais en termes d'intensité, sur les Mm. 20-30 dernières minutes du match contre la Belgique et de la finale entre l'Espagne et la France, ça allait dans tous les sens. Et c'est limite sur les 2-3 dernières minutes, on était en train de, comment dire, de flipper pour l'équipe de France. Limite, on en Exactement. demandait 30 minutes de plus parce qu'effectivement, en fait, sur l'intensité, ce qu'on a vu sur les 15 dernières minutes du match Espagne-France, pour moi, c'est aussi du niveau Ligue des Champions. Après, effectivement, la façon dont on supporte l'équipe de France, c'est pas forcément la même chose que le clubisme, parce qu'effectivement, quand on supporte un club, c'est quelque chose qui nous dépasse, on le vit au quotidien. La sélection, c'est vraiment juste une fois de temps en temps, 4 à 5 fois dans l'année seulement. Mais et donner l'opportunité d'avoir justement ces compétitions de façon plus fréquente, ce serait peut-être du coup l'occasion de faire naître des vocations. Je pense notamment au fameux peuple qui se retrouve dans les bars, parce qu'il faut aussi penser à l'économie. Exactement. Post-Covid, il faut relancer tout ça, Mehdi. Hein, Aussi. les bars ont souffert, ils sont restés fermés pendant la moitié de l'année. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que tu penses qu'il y aurait autant de gens? Parce que là, tu vois, on a vécu l'Euro il n'y a pas longtemps. Moi, personnellement, j'ai vu des gens. Enfin, voilà, je travaille avec plein de personnes. Il y en a qui aiment le foot, et je sais qui ils sont. Et puis les soirs de match, quand j'allais les voir justement dans les bars pour relancer l'économie, bah, il y avait des gens vraiment qui étaient complètement extérieurs au foot. Ouais, ça les amuse une fois tous les 4 ans de se Mhm. mettre Non, mais dans une compète ça ou une fois rapproche tous quand les même, 2 ans. Mehdi. Ça Mais rapproche du tous monde. les ans, je suis pas sûr que ça Mais, les amuse. Mais bon, mais après, tu voilà. sais que le tournoi commence vraiment à partir de la phase d'élimination directe. En fait, la phase de groupe, pour moi, c'est comme un tour préliminaire. C'est comme un examen blanc, etc. Une fois que une fois que tu passes cette phase de groupe, et c'est la même chose pour la Champions League, sur les matchs de groupe en Ligue des Champions, ça passionne pas tant les gens, à part ceux qui sont vraiment passionnés par le football. Et c'est à partir des phases à élimination directe, des huitièmes, des quarts de finale, des demi-finales, que les gens se mettent vraiment à suivre le mouvement, tout simplement. Alors, Ouais. petit tour dans les commentaires. Justement, Yazid est d'accord avec toi, Kevin, qui nous dit complètement d'accord, Kevin. Je croyais être le seul à défendre la Coupe du Monde au Qatar. Donc, très bon point même en termes de calendrier. Et Foufa qui nous annonce en live aujourd'hui qu'il est presque d'accord complètement avec toi, Mehdi. Par contre, tu dois dire vive Benzema. Donc à toi de voir si tu veux l'avoir dans la poche ou pas. Et il nous dit aussi, je ne donnerai pas à Benzema le ballon d'or, je taquine. En tout cas, qu'est-ce que tu as Mehdi qui vient... Mehdi, il est partout. Mehdi, il n'a pas assez de temps de parole dans l'émission. Du coup, il laisse des commentaires. Et il dit, je l'ai dit il y a 2 semaines, c'est le meilleur joueur français de tous les temps. De tous les temps. Ouais. Bah, je pense de club. Hein. Là, attention, je parle de meilleur Ah, joueur français de club de tous les temps. Ok, Clairement. pour sa carrière en club, oui. Pour sa carrière en Ah, club, oui, effectivement. quel Oui. joueur a un palmarès ou même un allez, rayonnement plus important dans un grand club Thierry Henry. français? Personne. il Thierry nous Henry? reste Mais il a Ouais. rien gagné avec Arsenal.
Il a gagné 2 titres de champion d'Angleterre. Il a quand même Non, gagné mais des en choses. termes d'impact sur le club, sur la mentalité, etc., pour moi, c'est la légende d'Arsenal. Alors que Ah oui, oui. Benzema finira comme une légende parmi tant d'autres du Real de Madrid. Mais c'est Ah, vrai d'accord, qu'Arsenal mais et le Real, c'est pas le même degré. c'est pas la même dimension, hein, les deux clubs quand même. Les Je gars, préfère être une des légendes du Real que la légende d'Arsenal, perso. Hein, après, pas pendant les années Thierry Henry, Mehdi. C'était la meilleure équipe anglaise. Tu vas pas. Et l'une des meilleures équipes d'Europe. Ouais, oui. Et là, c'est pas possible que tu me dises le contraire. non, mais bien Les sûr, c'était une bonne Invincibles, équipe. Non, mais ça, bien entendu, les Invincibles. C'est vrai. Ils ont fait combien de matchs, les Invincibles? 41, je crois. 49. 49. Milan a pas Ouais. perdu un match pendant 4 ans et demi. Bon, après, c'est comme vous voulez. C'était pas la même époque. C'était quel Milan? C'est celui d'Arrigo Sacchi. Absolument, c'était 88, Ouais. 89, 90, 91. Ils L'époque ont du perdu leur Catenaccio. premier match contre Bologne, je crois. Mais ça va pas ou quoi? Saki, il a révolutionné le football. Bon, alors Il a attends, transformé. on va pas parler de ça. Non, mais il a J'aurais transformé jamais le dû dire football ça. mondial. J'aurais jamais Il a dû dire ça. transformé un football super agressif en football ultra Les offensif. gars, C'est n'importe quoi. il nous reste 10 minutes. Il nous reste 10 minutes. Ok. Juste, et Yazid a soulevé un point très très important. La répétition de match ne tuera pas le foot. Un joueur de NBA va gagner un titre en jouant 100 matchs, approximativement, entre effectivement la saison régulière et les playoffs. La NBA est un sport, enfin le basket en tout cas en NBA est très complexe. Et il joue tous les On 2 le sait. jours. Exactement. Après, il joue Mehdi. 48 minutes. Il joue pas toutes les 48 minutes. Nous, c'est 90 minutes. C'est pas pareil. Et puis Yazid, t'es une machine, mais pas eux. Yazid, il fait du sport tous les jours, Alors il faut savoir. pourquoi? Oui, effectivement. Tous les jours, Yazid fait du sport le matin à 5h du mat. Je crois, un truc Effectivement. comme ça. Exactement. Oui. Et d'ailleurs, merci beaucoup Yazid de venir nous voir. Je sais que tu prends Un du temps, donc staccanoviste. c'est cool. Mehdi, pourquoi ça marche aux États-Unis et en NBA d'avoir des machines et pourquoi ça marcherait pas pour du football, par exemple? Alors, le foot est pas. Alors, Kevin, tu vas me confirmer ça. Je suis sûr que tu es plus calé que moi, mais le football et le basket, tu peux pas du tout comparer l'impact sur l'organisme. Honnêtement, c'est pas du tout comparable. Encore une fois, un match dure 90 minutes et tu as 80% des joueurs qui vont jouer les 90 minutes. Alors, les 5 changements ont un peu changé la donne. Sur un match de basket, tu vas avoir donc 48 minutes de jeu. Tu as énormément d'arrêts de jeu, beaucoup plus que dans le foot. Donc ça veut dire que sur ces 48 minutes, tu vas pouvoir encore retirer bien un tiers du match. Hein. On a déjà vu. C'est du temps effectif au basket. Hein. Donc, il joue vraiment. Oui, les 48 minutes. Non, tu as tout à fait raison, excuse-moi. Donc, tu as 48 minutes de jeu. En revanche, tu as des remplacements incessants. Alors, tu as quelques animaux comme Russell Westbrook et puis LeBron James qui vont jouer en permanence les 48 minutes où ils vont faire 47, 46 par là, 44. Donc, ok, d'accord, mais eux, c'est des animaux. Mais tous les autres, ils tournent beaucoup plus fréquemment qu'au football. Alors, donc, je pense c'est pas du tout et j'ai pas du tout les stats. Maintenant, quand tu vois, et tu connais tout aussi bien le basket que moi, tu fais énormément d'allers-retours. Je pense que le nombre de kilomètres n'est pas le même qu'un, aujourd'hui, par exemple, Neymar. C'est pas les mêmes efforts. C'est pas les mêmes C'est pas la efforts. même intensité. Ouais. Au foot, peut-être tu plus peux être à intense au basket qu'au foot. 100%. Ouais. Et au foot, tu peux être à 100% sur un sprint de 60 mètres. Au basket, tu seras quasi jamais à ton sprint 100%. Ça existe quasi pas. Tu n'as pas le temps en fait déjà d'arriver à 100% parce que le terrain est trop petit. Ouais. Tu vas faire 2-3 accélérations vraiment intensives par match. Le reste du temps, tu es en mouvement permanent, c'est vrai, mais pas aussi violent que le foot. Le foot, tu as des accélérations qui sont vraiment très très violentes. C'est fractionné, mais mode XXX. Sauf pour Sergio Busquets, apparemment, on me dit dans l'oreillette. Ah ouais, non. Sergio Busquets et Léo Messi. C'est pas... Messi. Exactement. Donc pour toi, on peut pas comparer non plus la NBA et le basket avec ça? Non. Mais c'est vrai que, Non. en revanche, Kevin a raison. Après, là, ce serait une révolution complète. Hein. Mais effectivement, je pense que les compétitions internationales, si elles étaient au milieu de la saison, seraient bien plus intéressantes que le fait qu'elles soient en hiver. Après, moi, je pense qu'à ce moment-là, en été, je pense qu'à ce moment-là, il faudrait inverser plutôt les calendriers des championnats, avec des championnats qui se terminent au mois de décembre
Décembre. Et qui commence au mois de février, on va dire, février-novembre, tu vois, avec la compétition. Non, d'ailleurs, tu peux faire janvier-décembre et la compétition internationale l'été. Pourquoi je dis ça? Parce que sinon, tu es condamné à faire tes compétitions toujours dans les pays de l'hémisphère sud. L'hémisphère nord. Ouais, le sud, oui, c'est vrai. Oui, alors l'hémisphère nord, si tu veux le faire l'été, mais sinon, tu es obligé de faire, si tu veux les faire au mois de décembre, janvier, la compète, tu es obligé de le faire comme là, au Qatar, ou je sais pas, Faut le faire en avril. ou... Avril, c'est pas mal. Oui, ouais, pourquoi pas, ouais. Mais en tous les cas, je pense que ça serait bien que effectivement, la saison soit de part et d'autre des compétitions internationales et pas que la compétition internationale soit après la saison. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il faudrait inverser les calendriers, je pense. Et pas les mettre au mois de novembre-décembre, la Coupe du Monde, tu vois. Je trouve que c'est dommage. On sait que c'est impossible. On sait que c'est impossible puisque la Coupe du Monde au Qatar a été attribuée il y a plus de 10 ans. On Oui, pensait tous que les calendriers allaient être chamboulés. Et on se retrouve à 1 an de la Coupe du Monde. On ne sait toujours pas ce qu'il en sera des calendriers la saison prochaine. Ouais. Bah, ouais. Là, ça va être bien. Ah, mais ça va vraiment être drôle. Et pour le coup, concernant donc, la gestion des calendriers, il faudra voir comment est-ce que la FIFA avance ses pions. Parce que dans tous les cas, ce sera quelque chose d'important. Tous les championnats vont recommencer beaucoup plus tôt. Je pense que le championnat d'Italie, qui traditionnellement commence la deuxième semaine de septembre, voilà, à mon avis, au mois d'août, il va recommencer. Et puis, ça se prolongera jusqu'au mois de juillet, quasi, quoi. Un truc comme ça. Je pense que c'est ça. Hein. Il n'y a pas de secret. On verra. Et on verra si ça passe ou pas, cette nouvelle réforme, en tout cas, proposition de la FIFA. C'est ça. Mais ça va démocratiser le football. Je pense que c'est une bonne chose. Et puis, c'est vrai qu'avec la rotation des continents au niveau de la réception de la Coupe du Monde, au final, ça laisse pas tant d'opportunités que ça pour les spectateurs de voir un match de Coupe du Monde au stade. Et le fait de l'avoir tous les 2 ans, ça permettrait, du coup, je pense notamment au continent africain qui n'a eu qu'une seule Coupe du Monde en 2010 et on ne sait pas quand est-ce que sera la prochaine. Exactement. Ça ferait au moins quasiment 20 ans d'écart, vous imaginez. Enfin, c'est quand même un gap énorme. Donc oui, ça permet en fait, aux gens de... La prochaine nation africaine qui peut potentiellement avoir la Coupe du Monde, excepté le Maroc, je vois pas grand monde. Ça peut être une co-organisation. Il y a effectivement pour Maroc-Espagne. Ouais, Maroc-Espagne, ça pourrait être bien. Après, bon, il faudrait voir au niveau des frontières, c'est ce qui peut être compliqué. L'Égypte aussi a accueilli pas mal de tournois. Le Gabon, c'est pas mal aussi. Là, ils ont fait Canada, États-Unis, Mexique. Hein. T'inquiète, les frontières, ils s'arrangent. Le nombre de kilomètres à faire là, c'est... Non, mais je veux dire, imagine, tu joues ton premier match, tu joues à Montréal, par exemple. Ton deuxième match, tu joues à Guadalajara. Et après, tu joues à Los Angeles. Tu le joues à Los Angeles. Ou à Seattle. Oh là là. En mile, tu rentres chez Watt, tu peux voyager gratos pendant 6 ans. Ah oui. C'est ça. C'est sûr. Bon, messieurs, le débat a été fort intéressant. Merci à vous deux. Merci à tous dans les commentaires aussi. Je pense que c'est un des épisodes où on a le plus de commentaires dans le chat en même temps. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Ouais. Ça nous fait énormément plaisir. Il parle de l'Égypte et du Maroc. Exactement. Mais l'Égypte, je les verrais bien, effectivement, belle nation du foot. Hein, donc pourquoi pas dans le futur, tout comme le Maroc, accueillir une Coupe du Monde, pourquoi pas. En tout cas. J'espère le Congo un jour. Ah ben oui, en tout cas on te le souhaite, comme on dirait sur une fameuse chaîne cryptée. Messieurs, le football international c'est terminé pour le moment. Je rappelle juste, prochain match, je crois que c'est au 13 novembre à peu près, pour l'équipe de France qui recevra le Kazakhstan. En attendant, le championnat reprend et il y a plusieurs rendez-vous à suivre ce week-end, dont un Lyon-Monaco, dont un Leicester United, un Lazio Inter et un Juve Roma, 2 beaux matchs en Italie. Il y a bien entendu vos équipes favorites qui jouent. Paris qui joue Angers, si je dis pas de bêtises, vendredi soir. Oui, je crois que c'est ça. L'OM qui reçoit le FC Lorient dimanche pour clôturer la Ligue 1. L'AC Milan, on est sur quoi, Mehdi?
Il me semble que c'est une petite équipe du style Bologne, un truc comme ça. Très bien. On embrasse J'avoue que je tous les sais pas du supporters de tout. Bologne, hein, bien entendu. Bah, excusez-moi, il faut appeler un chat un chat. Vous dites pas que Rennes, c'est une grosse équipe en France. Moi, je le dis pas. Hélas Vérone, hélas Vérone, Ah hélas oui, Vérone. effectivement. Effectivement. Hélas Donc Vérone. tout sera débriefé bien entendu lundi prochain dans la 93e à 20h bien entendu, c'est votre rendez-vous. En attendant, lâchez un petit follow, n'hésitez pas à partager, à nous réécouter sur YouTube, sur toutes les plateformes de streaming audio, ça nous a fait énormément plaisir. Kevin, merci encore une fois d'avoir participé. Tu reviens quand tu veux, bien Merci à toi, entendu. Chris. Tu prends tes marques, donc c'est au top. Mehdi, merci à Yes. toi. Merci, On se ciao revoit ragazzi, lundi grazie. prochain. Merci encore à Kevin. Hein. Merci Bah oui, beaucoup. Hein. merci Ça fait beaucoup. toujours Avec plaisir de- plaisir. Prenez soin de vous, passez un bon week-end de football. C'était la 93e. Ciao tout le monde. Ciao ragazzi, ciao. Ciao.